Et si tu veux faire 3-5 000 euros par mois, tu peux réussir à presque tous les produits. Pour peu qu'il y ait une preuve de marché, tu es capable d'isoler un angle, de faire du copy de la bonne manière. Ce que j'ai encore vu cette semaine, c'est la puissance des canaux d'acquisition que les personnes n'utilisent pas forcément beaucoup, comme J'ai débauché mon nouveau CEO. C'est un type, ça fait 10 ans qu'il fait l'e-commerce, il a vendu une boîte. Et c'est un grand opérationnel, un Allemand, un mec, tac. Ah, il a 100% de sa place dans la discussion ici. C'est ce level-là. Donc la question, c'est comment tu recrutes, comment un mec comme ça bosse pour toi. Je tripote mon Slack et c'est tout, quoi. Explique-nous justement comment t'as fait. Le livre, c'est le playbook numéro 1. Tout le monde dans la Silicon Valley, startup et ça, tout le monde utilise ce playbook. À quoi ressemble ta semaine type? La journée type, c'est... Quand vous voulez construire quelque chose de solide, il faut comprendre ça. Vous aurez un temps d'avance sur tous les autres. Aujourd'hui, nouveau podcast, pas prévu. On est dans un nouveau cadre, on a un invité exceptionnel. Je suis bien accompagné aussi de Nico, comme d'hab, toujours là. hello les gars. Et aujourd'hui, moi, c'est l'invité pas prévu. Hello les gars. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un peu moins de temps parce que là, on est entre des events. Genre, on a un event juste après, donc on a un planning serré, mais on va skyrocketer la value. Donc si tu peux quand même te présenter brièvement, que les gens te connaissent. Bien sûr. Je m'appelle Thomas, je fais de l'e-commerce depuis 7 ans. J'ai toujours fait ça. Évidemment, je démarrais par dropshipping. Après, j'ai fait de l'e-commerce. J'ai eu plusieurs projets. Et là, j'ai une grosse marque que j'ai lancée il y a 1 an, sur laquelle je travaille depuis 3 ans. C'est que l'objectif est de revente. Objectif de revente, qu'on va revendre dans 3 ans normalement. Et voilà, on fait 1,5 million de revenus mensuels récurrents en ce moment. Et, Récurrent, ah ouais, énorme. on fait que de l'abonnement. Donc tu vises une revente à 9 figures. Ouais. Nice. Nice, good job. Comment t'as commencé le dropshipping? Comment tu l'as découvert, ce business? Parce que t'as dit que t'as fait un peu, évidemment, j'ai été un peu de targeté sur YouTube Ads comme tout le monde. Ouais, donc j'étais ciblé par... moi, j'avais 16 ans quand j'ai démarré. Donc j'étais ciblé par une publicité d'un gars qui s'appelle Matteo Pinso qui disait « Vous pouvez être entrepreneur quand vous avez 16 ans. » Tu vois. Je me suis dit « Putain, c'est possible et tout. » Alors j'ai fait ma micro-entreprise en ayant 16 ans. Tu vois. Et après, j'ai démarré et tout. J'ai fait plein de choses. Voilà, je démarre comme ça. Donc un peu de dropshipping. J'ai fait un peu de service au début. Je me cherchais un peu. Et après, je suis retourné sur le dropshipping. Et puis là, l'e-commerce, grande passion. Donc j'ai toujours fait ça. Ouais. Et c'est depuis quand que ça a explosé? Que tu as pu en vivre et bien gagner ta vie, bien gagner de l'argent? Bien gagner ma vie, bien gagner ma vie, 2020. Et avant, j'en vivais en mode un bon petit salaire, bien. Voilà. Et c'est quoi qui a fait la différence selon toi? Le Covid. Non, en fait, à l'époque, c'est tellement différent de ce qu'on faisait, mais je veux dire, oui, déjà avoir juste le produit market fit, voilà, juste un produit qui vraiment fit le marché à un moment donné, gros appel de marché, à ce moment-là, tu le vends, tu le fais. Tout peut être mal fait dans ton système. Voilà, tu as un appel de marché, tu peux faire des gros mois, et voilà, comme tout le monde, on testait plein de produits, etc. Et voilà, on a fait comme ça. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à maintenant? Maintenant, quel est le secret pour faire de l'argent? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans le secret? Ouais, ce que je fais moi dans ou ce que tu fais toi. Ouais, En fait, savoir ce que tu fais, toi. c'est très différent. Franchement, c'est toute la complexité de l'e-commerce. C'est-à-dire que l'e-commerce, un mec qui, dans son garage, fait 500 balles par mois, il fait l'e-commerce. Mais Amazon, c'est aussi l'e-commerce. Donc, en fait, tu vois, c'est très compliqué de voir ce qu'est ton objectif. Tu veux faire une marque qui a un potentiel de revente à plusieurs dizaines de millions, 9 figures, etc. Bah, évidemment, là, il faut regarder les multiplicateurs pratiqués. Tu vois, c'est rare, mine de rien, le M&A, les reventes de boîtes, etc. dans l'e-commerce. Donc, réalistiquement, faut aller sur des produits récurrents. Qui dit récurrent, faut aller sur des produits avec des gros appels de marché. Donc, je sais pas, des consommables type des détergents, des produits de nettoyage, des trucs comme ça, où vraiment tous les gens on va en avoir tout le temps besoin. Il y a vraiment des gros marchés, des gros besoins. Et là, donc, il y a plus de complexité. C'est-à-dire, soit il faut développer un très très bon produit, soit il faut avoir des angles différenciateurs, etc. Mais si tu veux faire 3-5 000 euros par mois, en fait, tu peux réussir à presque tous les produits. Pour peu qu'il y ait une preuve de marché, tu es capable d'isoler un angle, de faire du copy de la bonne manière. Tu vois, donc bon, voilà, c'est très différent. Moi, pour ce que je fais, ça m'a pris 2 ans avant de pouvoir lancer le projet que je recherchais. En 2021, je cherchais un projet qui avait ce potentiel-là. J'ai mis 6 mois à le trouver, donc je testais plein d'idées, etc. On avait 3 personnes à temps plein qui testaient constamment des marques. Et au bout de 6 mois, on l'a trouvé. 1 an et demi de développement, on en parlera peut-être, mais nous, on a notre usine en Chine, notre propre réseau de warehouse, d'entrepôts en Europe. Et donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, tu peux faire des plus grosses choses, quoi. Je pense que c'est le plus gros défaut des e-commerçants, c'est d'être très acquisition et de ne pas penser à où est-ce que je mets mes efforts et les intérêts composés qui y sont liés. Et beaucoup de gens font beaucoup de choses et mettent en place des gros systèmes sur des projets qui ne le méritent pas. Et souvent, je rencontre des gens qui sont très bons. Et d'ailleurs, j'en recrute beaucoup. Tu vois, là, j'ai débauché mon nouveau CEO. C'est un type, ça fait 10 ans qu'il fait l'e-commerce, il a vendu une boîte. Et c'est un grand opérationnel, un Allemand, un mec, tac, tu vois, vraiment excellent. Mais il n'avait pas la vision, tu vois.
Et comment t'as fait justement pour le débaucher? Ça, c'est ultra intéressant. Je pense que dès que vous êtes à un certain niveau, Ouais. bah, c'est l'équipe qui va vous permettre de faire plusieurs millions par mois. Mm. Et pour ça, l'équipe, ben, c'est le recrutement, c'est le management. Et je sais que toi, tu es très bon là-dedans. Donc, si tu pourrais nous expliquer justement comment tu as recruté ce A-player. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Lui, c'est entre 800 et 1000 profils pour le trouver. Donc déjà, la première problématique de recrutement, avant d'aller dans la recherche de profils, c'est définir précisément la scorecard, donc c'est-à-dire la liste réelle de ce qu'on veut. 90% des recrutements échouent parce qu'on se dit « je veux un gars qui gère ça ». Okay. Et ça veut dire « je vais rater ce que j'entreprends ». Tu dois avoir une liste très précise avec la mission, c'est ça. Les 4 outcomes, résultats espérés, c'est ça. La liste des compétences, la liste du culture fit. Déjà, c'est hyper important et vous allez comprendre pourquoi. Parce que juste après, en fait, quand tu vas démarrer ton processus, on peut parler de plein de trafic sources, agence de recrutement, job post, référal, blablabla. Ok, tout ça, ça remplit ton funnel. Et là, après, tu as ton processus de sélection du profil. Et moi, en fait, j'ai juste une méthodologie, dont on pourra en parler si vous voulez, qui me permet de vérifier que le profil que j'ai en face de moi coche toutes les cases de ma scorecard. Et là, par exemple, en ce moment, je recrute une nouvelle PA, tu vois, assistante personnelle. Et j'ai un profil qui était parfait, je m'en mords les doigts. C'était pareil, je suis à 600, 800 profils, j'essaie de le chercher depuis en novembre, ce profil. Je galère, bref, c'était compliqué. Je veux une fille qui me dure 15, 20 ans, vraiment, je travaille très longtemps ensemble, etc. Et elle avait tout parfait, tu vois, tout parfait. Elle me réussit mon screening, mon interview de 3 heures sur son profil, je lui envoie les projets tests, et elle foire parce que je me rends compte qu'effectivement, elle a un peu d'ego mal placé, tu vois. Et je me rends compte à un certain moment. Et dans ma scorecard, c'est hyper important qu'il n'y ait pas ça. Donc voilà, tout est bon sauf une case, je prends pas. Donc tu vois, d'une rigueur importante, et donc la précision de la scorecard, c'est hyper important. Parce que moi, j'ai foiré des recrutements, mon pauvre. J'avais recruté un mec parce que je voulais à l'époque documenter tout le process de ça. Donc ça, je parle de ça, c'était en 2022. J'ai recruté à temps plein. Il est venu avec moi à Bangkok. Il vivait presque tout le temps avec moi, il était dans nos bureaux et tout. tu vois, il était dans le bureau, il nous filmait tout le temps. Et c'était un gros connard. C'était insupportable de vivre avec ce gars. Tu l'as pas vu dès le début? Et non, je l'ai pas vu dès le début. Parce qu'il était cool, c'était un mec de Paris, j'aimais bien la vibe. Ils m'ont dit qu'il avait des super belles vidéos. Je me suis dit, s'il fait des vidéos de moi comme ça, je serais trop content. Et alors, ça devait être un head of content, machin, etc. Et en fait, voilà, j'ai foiré parce que j'avais pas bien défini ma scorecard. Ouais, donc tu dirais la première étape, c'est justement de définir ta scorecard, ton avatar. Exactement. En gros, c'est ton persona. Ouais, c'est ça. C'est qui exactement tu de veux. mettre des immanquables, c'est-à-dire s'il a ses cases. Tout est immanquable. Ouais. Tout est immanquable. Ok, il Ouais. n'y a pas des choses, c'est que c'est un plus, c'est un bonus. Tu vois, des traits de caractère, si là, c'est en plus. Toi, où tu fais, je sais pas, par exemple, que tu dis ton CEO, si peut-être il a un plus en psychologie, s'il connaît un peu le Facebook Ads ou je sais pas, des autres éléments, c'est en plus. Pour moi, il faut être très clair. Soit il faut que ce profil-là, évidemment qu'on veut qu'il ait ça, mais il faut comprendre que si on prend quelque chose, on prend le mauvais qui va avec. Donc un mec qui est risk-taking, qui prend plein d'initiatives, etc., c'est un gars qui veut de l'avancement et de la croissance. Moi, il y a des gens que je veux recruter, je mets low risk-taking abilities. C'est-à-dire que je veux un gars, il soit là, tu vois, un peu bramballant, et tu vois, il a pas l'air énergétique. Évidemment que moi, je vais mettre avec quelqu'un d'énergétique, tu vois. Mais je veux quelqu'un qui dure 5 ans et qui me casse pas les roubignoles. Que j'ai pas besoin de recruter d'autres personnes tout le temps. En fait, quand tu prends quelque chose, il y a un trade-off. Donc non, pour moi, il y a rien de bonus, tout est calculé. Et si tu prends une habilité d'un profil, c'est parce qu'il y a l'inverse qui vient de l'autre côté, tu vois. Ok, donc définir une scorecard de ce que tu veux, ultra précise. Et être intransigeant. Ça, c'est le T'as plus une personne qui t'aide pour recruter? J'ai plein d'agences de recrutement qui m'amènent des profils. Par contre, tu vois, s'il y a un truc que je garde, c'est le recrutement. Okay. Et c'est 40% de mes journées. Tous les jours, j'ai au moins 2 ou 3 entretiens. C'est-à-dire là, t'as essayé genre 800 personnes, 600 personnes pour le poste là? Pour COO, je suis peut-être un peu plus de 1000, mais oui. Mais c'est les agences qui filtrent ou c'est toi aussi Non, qui il y a filtres? plein de trucs. Alors, donc j'ai beaucoup de job posts. Ouais. Donc job post, je vais. Tout ça? Non, Upwork non, mais LinkedIn, non, des profils comme ça, je voulais un européen ou US, un mec, c'est vraiment, c'est la personne qui gère la baraque, quoi. C'est le directeur des opérations. Enfin, le niveau de responsabilité que j'attends de ce gars-là, là, le mec que j'ai recruté, il vient à la conversation ici, normal, il s'assoit ici, mais tu te dis pas que. Tu te dis que, ok, le mec, il connaît son métier. Pareil, il a 100% de sa place dans la discussion ici. Tu vois, donc, c'est ce level-là. Donc, la question, c'est comment tu recrutes, comment un mec comme ça bosse pour toi. Voilà. Ça, c'est le sujet. Exactement, ça, c'est la question. Comment tu fais? En fait, tu te dis, le mec qui a 42 ans, c'est un Allemand, ancien pharmacien, études de médecine, 10 ans d'ICOM, un exit, et il bosse pour moi? C'est ça. Explique-nous justement comment t'as fait. Ça, c'est l'incentive, c'est l'autre sujet. Je paye 10 000 euros par mois, 10 000 $ par mois, plus 2% de la boîte.
vesté sur 3 ans. Donc ça veut dire que je donnais 2,25% vesté sur 3 ans, donc je vais donner 0,75% tous les ans pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il aura ses parts. Mais par exemple, si au bout de 9 mois, il quitte, mais il n'aura pas les parts. Mhm. Donc l'incentive, c'est important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit go big or go home, dans le sens où, tu vois, encore une fois, c'est le problème de... Je redisais juste au début, le problème de tous les e-commerçants à qui je parle, mais presque sans exception. Ils bossent sur des choses qui n'ont pas l'effet cumulé nécessaire pour avoir de grandes ambitions. Parce que si t'as pas un gros projet, tu peux pas attirer un mec comme ça. Parce que moi, les 10 000 euros par mois, c'est déjà pas mal pour un employé. Tu te dis, tu files 10 000 $ par mois. Sur les grilles de salaire classiques, tu dis 10 000 $ par mois, c'est plutôt en haut, tu vois. Mais pour lui, Mhm. le mec qui fait de l'e-com, il est successful depuis 10 ans, c'est rien. Toi, avec 10 000 euros par mois, je te recrute pas. Ouais, Tu vois j'arrive même Toi, pas à vivre. c'est le... I'm sorry, guys. Et Donc, du coup, ouais. excuse-moi de te couper, donc du coup, tu l'as recruté, c'est comment tu l'as motivé? Parce qu'il y a une règle on avait partagée déjà, c'est d'abord d'avoir la vision. Une fois que tu as la vision, après, tu peux attirer des personnes. Parce que sans vision, ouais. Les Ah gros ouais. profils, ils vont pas venir. Ouais. Donc, est-ce que tu peux confirmer ça? Est-ce que tu peux nous dire justement, Bah toi, non, c'est concrètement, évident. Bah, en fait, c'est... en comment fait, tu l'as tu vois, je débauché? suis arrivé à l'interview, premier. J'ai dit, OK, what's your career goals? Et il m'a regardé, il m'a dit, well, you know, I had my company, I exited it, went quite well. Now I'm looking for something more like... Je dis, you're unclear with what you want, tu vois. T'es pas clair avec ce que tu veux, tu vois. Je dis, je comprends pas. Là, t'as fait une marque, t'as exit, etc. Pourquoi est-ce que tu veux rejoindre un autre projet? J'ai mis face à ses responsabilités. Je voulais comprendre exactement quelle est vraiment sa vision, etc. Et puis, il a commencé à m'expliquer. Bah voilà, je pense que je suis un très bon opérationnel, mais, et c'est là la force de ce profil-là, c'est qu'il reconnaît ses faiblesses, parce que dans l'e-commerce, je sais qu'il y a de l'ego. C'est un mec qui a dit, moi, je suis pas un visionnaire. J'aurais pas été capable de faire comme toi, 2 ans, mettre un peu moins d'1 million dans le développement d'un projet, et pendant 2 ans, ça fait pas un rond, parce que tu dis, il y a un truc de plus grand qui va arriver. J'aurais pas été capable de ça, tu vois. Et pourtant, lui, c'est un grand opérationnel. Ce qu'il veut faire, c'est structurer. Là, tu le mets là, il dit, oh yes, we are doing this, we set up SOP, nanana, Notion, ça, c'est son fort. Mais et je lui dis, ok, bah, well, it's simple, then you need to, tu vois, il faut que tu aies une boîte qui soit assez grosse pour que tu puisses, pour qu'il y ait la place pour qu'un mec comme toi opère. Et en même temps, tu as vu tes ambitions. C'est-à-dire que c'est une boîte qui doit chercher un certain niveau de valo. Donc, quelle boîte e-commerce aujourd'hui tu peux rejoindre qui fait ça? Je lui arrête dans le blanc des yeux, je lui dis, tu trouveras personne comme moi. Et il m'a cru. Les 2%, c'est chaque mois ou c'est Chaque mois. tu reverses Ah non, equity. Equity, ok. Action et exit, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est ça le problème. Ouais. C'est que si t'as une brand qui a pas de valeur, parce que tu dropship un truc, enfin, tu sais, dropshipping, branding, machin, tout ça, ça a aucune valeur. Si c'était quoi? T'es à 1,5, 2 fois ton EBITDA. C'est ridicule. Tu peux pas, en fait, incentiver un mec comme ça. C'est ça, en fait, le truc que j'ai compris. C'est pour ça que go big or go home. C'est-à-dire, Sam Altman, il disait, c'est beaucoup plus simple d'opérer OpenAI qu'un autre truc. Parce que quand t'es OpenAI, tous les meilleurs talents du monde veulent bosser pour toi. Quand t'es Elon Musk et que tu 100%. fais XAI, tout le monde veut bosser pour toi. Donc, comment ça se fait que Grok la rattrape ChatGPT alors qu'ils ont des années de retard? Parce qu'ils prennent les meilleurs et débauchent les gars qui bossent dans les meilleurs trucs, qui ont en plus un sens moral où ils disent on veut faire un truc bien. Ils bossent pour Elon Musk. Ouais. Incroyable la valeur de ce mec. Ce mec-là, il peut avoir les meilleurs talents. Et ça, j'ai compris que c'est le truc le plus important que tu puisses avoir. C'est le truc le plus important. Parce que maintenant, je tripote mon Slack et c'est tout, quoi. Je ne fais plus de... on sort vraiment de l'opérationnel, tu vois. C'est incroyable, en fait. Et juste petite question, comment tu l'as trouvé, ton CEO? Donc lui, c'est une agence de recrutement. Ok, donc c'est une des chasseurs de tête. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi, parce que des fois, les meilleurs profils, on sait pas justement comment les trouver. La clé, c'est le volume. Ouais. C'est toujours le volume. Après, évidemment, les agences de recrutement, c'est très bien. Le problème, c'est que l'e-commerce, c'est un marché de peintres où il y a très peu de maturation. Le software, c'est un peu la Champions League de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et ces mecs-là, tu vois, ils démarraient comme nous, tu vois, les petits jeunes en mode OK, on lance des boîtes, machin, c'était dans les années 2000. Ces mecs-là, maintenant, ils ont 40, 50 ans. Donc en fait, c'est un marché qui, aujourd'hui, a la maturité où tu as des professionnels du recrutement qui sont spécialisés, acculturés et qui ont un réseau. Parce qu'en fait, un bon recruteur, il a un réseau. Il te place dans les gens qu'il connaît, donc qui lui fait confiance. Aujourd'hui, tu veux, là, quand je suis venu à Dubaï, j'étais à côté d'un gars dans l'avion qui était recruteur dans une agence dans la finance, tu vois. Mais dans la finance, c'est trop simple d'avoir des agences de recrutement qui ont du bon réseau parce que ça fait 50 ans que les mecs ils campandent, etc. Mais dans l'e-com, des bonnes agences de recrutement, il y a personne. C'est quoi, t'as rémunéré environ combien l'agence de recrutement? Entre 16 et 20% du salaire annuel du profil. Ok. En général, c'est 2 mois. Ça fait 2 mois. Ouais. Donc, Mais ça les vaut. moi, jamais de la vie, je lance une agence de recrutement.
C'est le pire modèle. Hein. La majorité, tu poses un dépôt, ils te le remboursent s'ils ne trouvent pas. Si le Ouais. profil il se barre sous moins de 90 jours, ils doivent te retrouver un profil. Et ils galèrent comme des chiens pour 2 mois, du profil. Enfin, là, en l'occurrence, du coup, il a pris du coup 2 mois. Donc, non, c'était un peu moins de 2 mois, lui. Donc, je sais plus, un truc genre 16 000 euros, quelque chose comme ça. Et lui, pour le coup, c'est une opération rentable parce qu'il était dans son réseau, etc. Mais moi, la majorité des agences de recrutement, je suis tellement difficile qu'elle a give up. Mhm. À un moment donné, elle dit bon, bah voilà, on n'arrive pas à trouver, ça fait 3 mois. C'est normal. On a passé trop de temps, c'est mort. Mais parce que la majorité des gens, encore une fois, dites-vous que si vous acceptez un mauvais profil, c'est pour un mec comme moi qui va prendre le bon derrière. Ouais. C'est ça en fait le truc, c'est que moi je me refuse. En fait, j'ai tellement souffert d'avoir des mauvais. Et si aujourd'hui vous vous dites pas, ah Thomas il est trop chiant, etc., c'est parce que vous avez pas encore eu assez de mauvais. Ouais. Et quand t'as vraiment des mauvais, tu pètes un câble, tu te dis c'est pas possible, je peux pas opérer comme ça. Et si on doit donner des petits tips pour quelqu'un qui travaille sans un agent de recrutement, qui veut essayer de retrouver avec Pourquoi pas LinkedIn. prendre une agence de recrutement alors que si c'est payé uniquement à la commission, si c'est un profil que tu dois payer 4 000 balles par mois, même 2 000 balles par mois, même tu sais, il y a des agences de recrutement qui recrutent aux Philippines. Mhm. Les agences de Ouais. recrutement e-com qui recrutent aux Philippines. Donc pour un profil à 1 200 balles, tu t'en fous pour 2 000 euros et quelques d'agences de recrutement. Mec, c'est un no-brainer s'ils trouvent le nom de profil. Donc déjà, faites-le. Et ensuite, après, réseau, ça aide beaucoup. Moi, des fois, j'ai des gens que je connais. Quand je cherche un profil, j'ai une liste de tous les gens que je connais qui sont bons. Évidemment, maintenant, je vais ajouter Nico et Mathieu Pellegrini. Et j'envoie un message. Tu connais pas un X, Y, Z. Et des fois, ça ramène du monde aussi. Après, job post LinkedIn, etc. Mais bon, après, job post LinkedIn, les agences de recrutement aussi, elles font des job post LinkedIn. Tu fais des ads aussi? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui mettent des ads. Les agences de même recrutement, elles Facebook font ou des ads. Ok. Ouais. Mais techniquement, sur D'accord. LinkedIn, nous, on fait des ads. Ouais. C'est-à-dire, on fait des posts avec différents messages pour essayer de toucher différents profils. C'est-à-dire, à la place de mettre on cherche, on va mettre vous êtes un créatif stratégiste qui veut devenir le meilleur de son marché. On va cibler tous ceux qui sont bons et qui aspirent à être les meilleurs. Et après, derrière, on va dire, on va déboucher sur le job. Mais c'est comme une ads, on va pas parler directement du poste. En fait, on teste différents messages, puis on voit que différents messages résonnent mieux avec des A-players que d'autres. Ouais, ça fait complètement sens. Bah là, du coup, voilà, t'es toujours dans ma vision, c'était dans une approche où là, du coup, tu prends ton temps pour optimiser un process. Donc, tu vois, peut-être le tien, il va marcher 40-50% mieux que le mien, qui moi, je vais filer une agence de recrutement. Ça, c'est un trade-off. Est-ce que t'as le temps, t'as pas le temps, voilà. Mais c'est vrai que pour créatif stratégiste, make sense. Hein. Et après, tu renvoies sur un Google Form, ils remplissent des questions. Alors, du coup, les agences de recrutement, elles se démerdent, et elles font un screening et elles Ok. m'envoient le screening en vidéo. Et quand je m'étire le soir, j'écoute le call. Et s'il est bon, je prends le screening moi. Et après, sinon, quand je fais mes job posts à moi, je bosse avec Workable pour faire C'est-à-dire les formes. Workable, c'est un software de management de profil. Ouais. Et donc voilà, évidemment, ils ont des formes. Après, tu peux leur envoyer des vidéos interviews. T'as pas le temps. Donc tu envoies une interview, le mec il se filme. C'est pas mal ça, les vidéos interviews pour filter. Pour des low quality profiles, nous on fait ça. Moi, quand je parle de recrutement, je parle que de bons profils, management, créatif stratégiste, etc. Pour le support client, nous on les prend full time, on a des très bons profils, mais j'ai la responsable du support client qui s'en occupe. Et là, on fait vraiment pour le coup que LinkedIn en interne, pas d'agence de recrutement. Et là, on fait de la vidéo interview beaucoup parce qu'on a plein de applies, 400 applies. Et les Ils remplissent CV. le form et à la fin ils mettent un loom ou quelque chose comme ça. Et presque, en fait, c'est vraiment, tu request sa vidéo interview, le mec il clique sur un bouton, et là en fait t'as les questions, t'en as 5, et en fait ta caméra elle démarre, ok, première question, et là il a un temps défini pour répondre. Première question, comment tu gères, là il y a un email, comment tu réponds à cet email? Ah bah là, à cet email, ce que je dirais au client, c'est d'un... Donc tu vois en fait, et hop, après ça passe question 2, et toi après tu veux voir toutes les questions, la vidéo interview, ouais, c'est vraiment pratique pour épurer plein de profils vite. Moi en 1 heure j'en fais... En 1 heure, je sais pas, j'étais à 150 profils facile. Donc c'est vraiment bien parce qu'en fait après tu démarres l'audio déjà, tu vois Tu que vas direct. voilà. Non mais c'est ça 100%. parce que ça se voit pas dans un CV. Donc si tu fais un call de screening de 30 minutes, t'as les boules hein. Que même si tu fais moi avec l'habitude maintenant je le fais mais déjà c'est pas grave, tu vois, tu démarres le call. Ah bah désolé, vraiment ça va pas le faire au bout de 3 minutes, ça m'est arrivé. C'est pas un moment pour les gars comme pour toi, autant faire une vidéo interview. Ça m'est arrivé cette semaine. Ah ouais. On donne le même document, Trial a pas mal de profils. Il m'a écrit, on peut faire un call? Je dis, quand Trial fini. Ouais, voilà. Toi, s'il est pas capable de comprendre des instructions claires, c'est Ah la bah c'est base. catastrophique. Non mais il y a tellement de trucs. Surtout que de maintenant, lunaires. de faire des interviews, de faire des looms ou d'interviews visio, c'est indispensable parce qu'il y a ChatGPT et du coup, ils peuvent un peu tricher et de mettre des réponses qui ont l'air insane. Moi, là-dessus, sur le process d'interview, faut tellement faire de volume. Pareil, moi, un profil, je passe. Après, j'ai pas inventé, j'ai lu le livre Woo, Comment? qui est la référence, Woo, The A Method for Hiring. Ok, je connais pas, on mettra au bout. Alors, c'est la référence du recrutement. Comment tu l'appelles? Ok. Woo,
Who is that? Donc, Ah ouais, ok. de W. Choke, enfin, un W, pardon pour mon français. Si on fait des fautes de français. Faut faire attention ici. WHO. Et en fait, c'est le livre, c'est le playbook numéro 1. Tout le monde dans la Silicon Valley, startup et ça, tout le monde utilise ce playbook. Vous avez méthode for All. Tout le monde. Et c'est le meilleur. Même le coach de Sam Altman qui a fait The Great CEO, Within, il passe par le même playbook. Tout le monde recommande ce livre. Ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est pas comme l'IA, le marketing qui évolue tout le temps. Là, c'est les humains. La meilleure méthodologie, c'est elle. Ouais. Donc franchement, je prends pas de pincettes. Lisez ce livre si vous voulez faire du recrutement, c'est fini. Moi, j'ai lu 4 fois. J'ai lu la première fois il y a 2 ans. Et je relis chaque fois avant chaque gros recrutement. Et je suis ce process à la lettre. Exactement tout pareil, comme un robot. Magnifique. Énorme value. Ça, c'est vraiment de la frappe. Ouais. Comment, parce que une personne qui démarre, par exemple, qui a maintenant le déclic, qui fait du drop sans avoir des multiplicateurs, etc., qui veut commencer sa grosse brand multiplicateur. La fameuse brand. I want to do a brand. I'm tired of dropshipping. C'est I ça. want my mom to be proud of me. Mais justement, au début, quand il commence, à quel moment tu sais quand prendre ton A-player? Parce que le A-player, il vient quand même quand il voit le potentiel, peut-être qu'il voit aussi que ça commence bien à chiffrer. À quel moment tu sais que tu vas attirer le A-player? Parce que là, tu l'as attiré du fait que tu as, ce que tu as dit, tu as attendu, tu as mis pas mal en cash pour la production. Ouais. Mais admettons une personne qui aurait pas mis autant en production, une personne qui est un peu au début, mais qui veut quand même des bons A-players. C'est quoi un peu tes... C'est vraiment une question très complexe qui demande plein de nuances, mais qui est évidemment fondamentale. Je pense que beaucoup d'e-commerçants sont vraiment des bons marketeurs et ils sont très mauvais en opération. Ouais. Et moi, vraiment, je me définis comme un type à l'ancienne. C'est-à-dire que tu vois, j'ai lu des... moi, j'ai arrêté après le bac, donc j'ai pas eu d'études spécifiquement financières. Je me suis beaucoup intéressé. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je démarre une boîte, je veux un modèle prédictible que je comprends. Donc, c'est-à-dire, je dû prendre n'importe quoi. Je vais vendre, je sais pas, donc un pchit, je disais du détergent tout à l'heure, je sais pas, un truc. Imaginons, j'ai un produit magique pour nettoyer les vitres, ok? Et voilà, tu peux nettoyer toutes tes vitres, etc. Donc, c'est un produit qui est nécessaire. Tout le monde doit nettoyer ses vitres. Tous les mois, disons 2 mois, les gens doivent racheter. Et 90% des foyers français doivent acheter. Ok, donc là, j'ai une métrique. J'ai un product market fit. Je vois qu'en ad, ça performe, etc. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Bon, bah alors là, il me faut toutes les unités économiques. Et je vais venir au recrutement après. Mais en fait, le fondamentaux, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, ok, donc il me faut tous les chiffres. Donc alors, où est-ce que je peux produire ça? Ok, je le produis en Chine. D'accord. Quel est le poids? Ok, c'est lourd parce qu'il y a du produit, etc. D'accord. Donc je dois le faire à une warehouse. Donc, je dois faire venir. Je vais le faire venir en conteneur. Ok, donc conteneur, 3 mois de lead, shipping. Donc il faut que j'anticipe. Donc déjà, je dois faire un forecasting de mon inventaire. Donc déjà, ok. Donc, c'est quoi mon temps de production? 2 semaines. Le temps de shipping, c'est 70 jours. Donc mon lead time total, c'est 3 mois. En général, on dit qu'il faut 3 mois de lead time plus 1 mois de sécurité. Donc il faut 4 mois en entrepôt. Un conteneur, ça me coûte 20 000 €. Donc je sais que là, pour l'instant, j'ai tant de ROS. Donc je sais que si je démarre avec 10 000 € de budget pub avec un coût d'acquisition target à temps, je sais, il faut suivre, C'est bien. ça va te faire tant de clients qui vont arriver, tant d'unités qui doivent partir. J'estime mon churn. Moi, j'ai tout ça, j'ai Google Sheet qui estime tout ça, les churn, les machins, etc. J'estime mon churn, combien de gens vont être repeat buyers, combien de gens vont subscribe, etc., etc. Je peux me baser sur les données de competitors, etc. Je peux être conservateur, très conservateur, il le faut. Et je vais être après... donc je vais dire, ok, donc là, je vends 100 unités, mois 1, mois 2, j'en vendrai 50 de ces clients existants, tac, tac, tac. Et donc comme ça, je vais pouvoir forecast mon volume de vente en fonction de mon budget pub, parce que j'aurais défini un coût d'acquisition que j'ai déjà obtenu grâce à mes coûts ads et mes tests que j'ai fait avant. Donc là, du coup, je sais que si je dois vendre, je sais pas, mettons 1000 unités dans 3 mois, enfin quand je lance dans 4 mois, du coup, parce qu'il me faut au moins 3 mois pour avoir les premières unités, bon ben voilà, je dois anticiper qu'un conteneur, si je veux à chaque fois 4 mois d'avance de stock, ben voilà, il faut que je le commande à tel moment-là. Tout ça, il faut le planifier. Donc, ok, donc déjà, je vais forecaster tout mon besoin d'inventaire. Après, comme j'ai fait tout ce besoin-là d'inventaire, je vais faire preuve un peu de courage et je vais essayer de me dire, ok, comment j'anticipe le CA que je vais pouvoir faire. Donc là, mois 1, je mets 50K en ad, mois 2, 100K, je vais jouer un peu avec ça, je vais voir un peu l'inventaire que ça va avoir besoin. Et là, je vais avoir une nouvelle feuille dans mon calculateur Excel, je vais avoir mon cash forecast. Et là, c'est là où ça va jouer. Donc, alors, du coup, je prévois de faire tant de CA. Je vais avoir tant de coûts à avancer de conteneur parce que, je sais pas, mon trade terme, c'est 30% déposit et 70% paiement à la fin, à livraison de mon conteneur. Bon, c'est déjà favorable, mais disons, ok. Et donc, du coup, je vais pouvoir voir, ok, mon besoin en cash réaliste. Tu vois. Et là,
on a un business qui est lisible. C'est-à-dire qu'on a une boîte où on sait qu'on spend tant, la target EBITDA c'est tant, je vais faire tant de cash, tant de machin, etc. Et là, on sait quand est-ce qu'on peut anticiper voilà, les différents recrutements. Parce que du coup, je sais que là, mois 4, je suis censé spend 100K en ad. 100K en ad dans cette niche-là. Alors là, il faut prendre des paris, c'est évidemment ça. Je dis qu'à ce moment-là, donc en termes de créa, je vais devoir put-out au moins, je sais pas, 2-3 net new concepts par mois, par semaine, pardon. Donc peut-être Là, je me dis 10, oui, pardon. Ouais. 10-12 créa en itération, ok. À ce moment-là, ça serait bien que j'ai un créatif stratégiste. Un cycle de recrutement, en général, ça prend 3 mois. Et ce gars-là, il va me coûter apparemment 5000 balles. Est-ce que dans mon PNL, du coup, ma prévision de cash, à partir de ce moment-là, je peux mettre 5000 balles? Oui, non. Sinon, mon modèle est fucked up. Je change de projet, je change de stratégie, je change de machin. Si j'ai bien fait mon travail, oui. Donc là, je rajoute dans mon cash forecast qu'à partir de ce moment-là, je dois mettre 5000. Et donc la réponse, c'est 3 mois avant, je dois démarrer le recrutement. Voilà. Mais du coup, tout doit être timé en fonction du besoin à tel moment, tu vois. 100%. C'est exactement- un monstre du recrutement. C'est la réponse que, Ça- c'est la réponse que j'attendais. non, Pardon, c'est- c'est un monstre des opérations et c'est pour ça que c'était intéressant. En fait, j'ai discuté avec lui justement au meet-up, j'ai dit mais il faut qu'il vienne parce qu'il va apporter une part que nous on apporte moins parce qu'on est moins bon en opération, on est plus bon en marketing, donc c'est ultra important d'avoir ton retour, c'est ultra intéressant. Même les débutants, je pense que c'est un peu complexe, mais notez Ouais, bien parce qu'on c'est- on préfère pas vous vendre ce que vous voulez entendre, mais dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, sur Donc le terrain, voilà les choses telles qu'elles sont voilà, quand on fait du c'est- business à haut niveau. Et qu'on voulait construire quelque chose de solide, il faut comprendre ça. Vous aurez un temps d'avance sur tous les autres. Donc, énorme. Merci pour la value. Non, c'est avec plaisir, mais c'est vrai que c'est ça le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas de lisibilité dans ce qu'ils vont faire. Moi, je sais exactement, toi, ce que j'ai forecast il y a un an, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à 5% près. Alors j'avoue que je suis assez fier. Et qu'en théorie, ça peut être moins bien, Ouais. mais bon, au-dessus de 15% d'écart, j'aurais fait une erreur, quoi. Mhm. Et en fait, le problème, c'est que du coup, c'est là où tu grandis vite. Parce qu'en fait, le 20% d'optimisation, c'est pas ça qui fait que tu succèdes. Ce qui fait que tu succèdes, c'est que tu fais pas les grosses erreurs qui font moins 70% à mois. Tu fais de l'abonnement, tu as mal anticipé des stocks, tu peux plus livrer tes clients, tout le monde se désabonne, ta valeur de ta boîte, elle est faite sur la RR, c'est fini, t'as plus de boîte. Tu perds 70% de la valeur de ta boîte. Et t'as fait un trou comme ça qui, en plus, en termes de lisibilité, si le mec il retrace, même si tu t'en sors dans un an, t'as rattrapé le retard, le mec il va dire, le gars, c'est un tocard, ou tu vois, tu vas dans tous les cas payer cher cette hôte-là. Donc en fait, des fois, le 5% d'optique que tu vas aller chercher dans quelque chose versus l'erreur, tu vois, c'est comme tu fais du sport. Tu vas chercher le dernier effort, mais si tu augmentes ton risque de blessure 70%, vaut mieux pas faire la blessure, tu vois. Mhm. C'est la blessure qui va t'empêcher d'aller faire des grands exploits. Il aurait mieux fallu faire un mois plus tranquille, être plus raisonnable. Et donc ouais. Donc là, c'est beaucoup ça. Donc les recrutements, voilà, c'est un coût. Pour moi, tout est coût et temps. Tout est unité de coût et temps. Donc je sais que voilà, tu vois, le CEO, tu vois, j'ai fait une erreur. J'ai dit que ça me prendrait 3 mois, ça m'en a pris 5. Donc voilà. Mais par contre, j'avais anticipé qu'il y aurait une dépense de temps à partir de tel moment. Et par contre, j'étais un peu en retard sur le besoin. Donc le mec, d'ailleurs, c'est ça qui est dur, je vous dis qu'il faut avoir les reins solides parce en décembre, j'ai eu un profit qui était presque parfait. Et j'ai dit non, parce qu'il n'était pas tous les critères à scorecard. C'est quoi le critère qui correspondait pas? C'était une head of operation d'une agence, une grosse agence d'ailleurs connue franchement en Europe, qui a fait de la gestion-acquisition pour beaucoup des plus grosses marques DTC. Ils sont vraiment très chauds. Et en fait, dans sa transition à être head of operation spécifiquement pour une seule marque, je me suis rendu compte qu'elle manquait du volet opérationnel. Mais tu vois, elle avait dit qu'elle pouvait gérer la supply, machin, etc. Mais sur un projet de test que j'ai fait de communication avec la supply, si le gap il est trop grand, le temps que je lui apprenne tout ça, ça va pas le faire. Mais le problème, c'est qu'elle cherchait du coup, l'autre seule solution, c'est de trouver un e-com owner, quoi. Mhm. Et il fallait un gars qui est peu d'ego, donc potentiellement âgé. Un e-com owner qui est âgé, qui veut des salariés. J'ai trouvé mon allemand, 42 ans, je prie Dieu la chance que j'ai eue. Donc je suis content. Mais du coup, tu vois, ça a pris 5 mois. Donc pendant 2 mois, franchement, là, le début d'année et la fin d'année d'avant, c'était un peu la guerre. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs à faire. On scale, on ne pouvait pas ralentir le scale, tu vois. Mais ça faisait beaucoup. Donc pour répondre à ta question, je pense que la question que tu as posée, à quel moment on recrute, je pense qu'au départ, le focus il doit être sur le marketing. Parce que déjà, si vous ne savez pas vendre, ça sert à rien de construire quelque chose. C'est difficile de vendre une vision quand on est au départ, de vendre un projet quand il ne commence pas et qu'il n'y a rien derrière, vous êtes tout seul, vous engagez l'allemand. Je pense pas que tu auras engagé l'allemand si tu étais débutant il y a 4 ans en arrière. C'est ça le problème, c'est que du coup, tu peux pas être débutant pour faire un truc comme ça. C'est ça. Là, ce qu'on parle, c'est déjà que vous avez un niveau avancé. Au départ, quand vous commencez, le but c'est de faire de l'argent, c'est concentrez-vous sur le marketing, comment vendre,
Et une fois que vous faites de l'argent, après, vous pouvez commencer le recrutement. Mais un mec, enfin, moi, 1 an avant, même avec moins de preuves de concept, je pense que si j'étais tombé dessus, j'aurais réussi à le convaincre. Mais parce que je suis tellement convaincu. C'est aussi ça, c'est quel point t'es convaincu. Parce que le mec, quand il est arrivé, il m'a testé. Ouais. Parce qu'il s'est dit, ok, le Thomas, il a 23 ans. Mm. Il est là, il va il essaie de m'apprendre. Il essaie de m'apprendre La l'e-commerce. vie, ouais. Moi, ça veut dire que 80% de ma network, ça va être placé dans les mains de ce genou-là. Et donc, il m'a testé, tu vois, il m'a dit, il me challengeait et tout. Puis après, à un moment donné, il a submit. Il s'est dit, ok, ce mec-là, il connaît mieux son métier que moi. Et j'ai dit, je vais lui faire confiance. Mais voilà. Mais par contre, derrière, ma vie, maintenant, c'est plus la même depuis chez ce gars-là. Après, lui, c'est un peu le cas extrême parce que vraiment, c'est le plus beau recrutement de ma vie, je pense. Mais après, quand tu recrutes, j'ai recruté plein de gens qui sont des postes plus médiums et déjà, ça a de l'impact. Mais c'est vrai que lui, t'imagines, te remplace quoi, toute la responsabilité opérationnelle. Tu vois, la majorité des CEO à cet étage-là, ils font encore beaucoup d'opérationnel. Et moi encore, c'était le cas. Et avoir un gars qui vraiment prend toutes les responsabilités, le call qui arrive à 21h, la merde qui est à gérer, où tu vois, tu fais confiance aux problèmes vraiment critiques. Et c'était ça, en fait, le challenge, c'est de réussir à créer un modèle où, sans filer 20-30% d'equity ou avoir un associé, t'as un gars qui peut vraiment gérer ça, quoi. Et quelle est ta relation avec lui maintenant? Comment ça se passe? T'as des calls par Il est semaine dans notre avec... bureau à Bangkok. Ah, il est avec Oh, Elle est il est venue venu. d'Allemagne? Non, alors, c'est beaucoup de chance, il vit en Asie. Donc, ouais, non, c'est beaucoup de chance. Mais Ouais. le volume. En fait, Ok, je me c'est suis rendu volume, que ouais. les plus beaux recrutements, Ouais. c'est des concours de circonstances à chaque fois. Leila Hormozy, elle dit exactement la même chose. C'est Ouais. it's a volume game. Elle regarde pas les candidatures tant qu'il n'y a pas genre 1000 ou genre 500 personnes minimum. Genre, Ouais, surtout que pour avoir du volume, je pense qu'ils l'ont plus facile que moi. ouais. Tu l'as le process de Hormozy de recrutement? Tu l'as la mind map? Non, je pense pas. Je suis pas trop en l'ai Asie. chopé si jamais, donc Ah bah, avec plaisir de ça regarder, ouais. t'intéresse. Je pourrais pas la mettre malheureusement parce que ça c'est un mastermind qui coûte très très cher. On m'a dit partage seulement aux personnes de confiance. Mais ouais, j'ai le process et c'est ultra carré donc. Mais eux, Ouais. ils spendent beaucoup en ads. Hein. Vraiment, ils spendent Pourquoi pour recruter? Ouais, pour recruter, c'est tout un Ouais, process. après, c'est différent, ils C'est ont du une brand. closing. Ils ont une brand, genre. C'est Leila Hormozy qui rend une ad pour recruter quelqu'un. En fait, c'est un game différent aussi, quoi. Mhm. C'est quand t'as une brand comme ça, c'est un extraordinaire asset. C'est Ouais. comme Elon Musk et ils capitalisent dessus, ils ont raison. du Mais coup- les plus grosses, moi, de mon expérience, c'est toutes les boîtes. Moi, je modèle beaucoup les startups US. Mes références, c'est en opérationnel, c'est le mec qui a fait The Great CEO Within, c'est Sam Altman, les boîtes de YC. Et eux qui n'ont pas de brand, parce que mine de rien, tous ces mondes-là, Hormozy, tout ça, c'est un monde un peu à part. Tu vois, la majorité des boîtes qui démarrent n'ont pas de brand personnel. Ils bossent quand même beaucoup avec des agences de recrutement. Mhm. Et du coup, ton équipe, elle ressemble à quoi autre que ce CEO? Et vous êtes combien aussi dans l'équipe? Alors, sur cette boîte-là, on est 15. Donc, on est donc à moi. J'ai un chief of staff. J'ai donc ce CEO-là. J'ai une directrice supply qui est chinoise. On a un bureau à Guangzhou. On a évidemment le pôle support. Donc, j'ai une directrice du pôle support. On a, je sais plus si c'est 6 ou 7 membres support maintenant, à temps plein. Ensuite, on a une responsable seeding, à temps plein aussi. On a un operation assistant qui fait la main sur tout, etc. Voilà. Là, on a viré une creative stratégiste qu'on remplace. On prend un nouveau creative stratégiste. Pourquoi vous l'avez viré? Pas assez analytique. Passer de Analytique. analytique. Ouais, c'était un profil que je pouvais prendre vite et donc je peux pas pu aller bien dans le process et voilà, je fais une erreur. Donc ouais, creative stratégiste et Vidéo éditeur derrière. oui, pardon, vidéo éditeur. On a un bon vidéo éditeur aussi. On a un seul vidéo éditeur. Tu fais aussi les images? Oui, pardon, il fait aussi graphisme. Ouais. Et CRO, tout ça, vous avez. CRO, en fait, aujourd'hui, Une fois que c'est fait, après. en fait, on fait surtout du copy, en fait, pour être franc avec toi. On teste beaucoup de funnels, on fait beaucoup d'itérations VSL. Évidemment, alors, tu vois, quand tu dis CRO, si tu parles de l'agence de CRO, tu vois bien Clean DTC qui va te faire ta page avec les petits compteurs, les petits machins, non, on fait pas encore ça. Pour l'instant, on fait plus des tests de funnel, on fait beaucoup de tests advertoriaux. Donc vraiment, on est très direct responsive. C'est qui fait la copie des advertoriaux alors? Alors, on a un copywriter freelance avec qui on bosse beaucoup. Ouais. Okay. Et après, l'IA. Beaucoup aussi, hein. On modèle beaucoup, puis après beaucoup l'IA. Et tu utilises dans quoi l'IA? C'est quoi les meilleurs domaines dans lesquels tu utilises l'IA pour ton business? La question, c'est où est-ce qu'on n'utilise pas Ouais, l'IA ouais, pour le business. Peut-être que les autres ne l'utiliseraient pas. Qu'est-ce que tu fais peut-être C'est quoi le game changer de l'IA que toi tu utilises?
Franchement, là-dessus, je pense que vous aurez plus d'impression que moi. Mais je dirais qu'on l'utilise pour tout. On fait donc du copy, on modèle des advertorials, des VSL, on refait des trucs avec des copies. On aime bien. ChatGPT ou Claude? Surtout ChatGPT O1 Pro, Ok. le dernier modèle. Ok. Parce que Il y a le le 4.5 reasoning là qui est power- sorti hier soir. Hein? Il y a le 4.5 qui est sorti hier soir. 4.5, ouais. Ouais. Mais Après, c'est moi, pas- je c'est trouve un peu- meilleur c'est pas- C'est un Claude. modèle linguistique, c'est pas le Ouais, modèle c'est pas les reasoning. mêmes. Pour la Moi, je parle copie, je de trouve meilleur reasoning. Claude que ChatGPT. En fait, Ça le dépend. writing style est. Alors attention, moi j'ai peu d'expérience. Je ouais. te donne mon avis là-dessus. C'est pas comme l'autre truc. Honnêtement, là-dessus, je suis vraiment en position ceinture blanche. Mais Claude, sur le writing style, du peu que j'ai testé, je trouve que c'est mieux. Mais O1 Pro, son reasoning power pour vraiment modeler un advertorial qui fonctionne bien, je trouve que c'est vraiment smart. C'est-à-dire que la manière avec laquelle tu arrives à lui donner un advert, lui dire modèle ça et adapte-le à mon contexte, c'est assez fantastique quand même. Tu sais, c'est celui qui charge le plan à 200 balles par mois. Je sais pas si vous l'avez utilisé. Ouais. Le O1 Pro. Oh, Donc mais c'est- O1 Pro, tu l'as. C'est quand tu payes l'abonnement à 200 € par mois. T'as deux nouveaux trucs. La recherche d'informations Deep Search profonde, ça c'est incroyable Ouais, aussi. ça c'est incroyable. Et bah si t'as Deep Search, t'as O1 Pro alors. J'ai mon. Celui qui charge, c'est une barre de C'est chargement. juste que de base, ils te mettent le 4.0. Ils te mettent le 4O, mais Ouais. le 4O, ça n'a rien à voir, c'est un modèle linguistique, donc Ouais. il retape juste la valeur. O1 Pro, il charge 5 minutes pour faire une réponse. Et en fait, de ce que j'ai compris, moi j'ai trouvé ça assez incroyable, il crée des idées, quoi. Là, il y a du Ouais, créatif, ouais, il y il y a a des bonnes de la idées, ouais. réflexion, c'est assez incroyable, quoi. De base, c'était Perplexity, faisait aussi ça. Ah non, Mais Perplexity, ils font Google. Ah oui, ils font Deep Search. Ouais. Oui, Mais Perplexity, ils ont. Deep Ils Search. ont. Ils ont copié. Maintenant, ouais. Oui, c'est vrai. Mais OpenAI, ils ont dépassé là. Ils sont... Et je trouve que c'est bien au-dessus, Deep Ouais. Search. T'as dit que dans cette boîte-là, t'as une autre boîte? Oui, j'ai une boîte où on fait de l'incubation, on forme des gens à faire l'e-commerce et on prend des parts de leur boîte. Ah, ok. Tu ouais. peux en parler brièvement. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est 5% de mon temps. J'ai lancé en 2021. C'est vraiment pas mon focus. C'est une boîte qui tourne bien. En fait, on explique un modèle qui est radicalement différent de tout ce que j'explique là. C'est-à-dire que justement, un beginner aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes justement l'immensité de ce que c'est que le monde e-commerce, je t'expliquais avant que tu vois, t'es e-commerçant, t'es dans un garage, tu vois, tu fais l'e-com, puis t'es Amazon, tu fais aussi l'e-commerce. Et en fait, ton trait d'apprendre, c'est quel est ton potentiel de gain par rapport à ta possibilité de réussir, ton pourcentage de succès potentiel, tu vois. Et quand tu montes à les échelles dont on parle, le nombre de paramètres à prendre en compte, c'est quand même compliqué, quoi. Versus l'autre exemple du truc le plus simple à faire, c'est ce que nous on recommande, c'est que tu vas prendre un produit qui est proven. Donc je parle vraiment de tu démarres. Donc dropshipping, tu prends un produit qui est proven et tu viens isoler un angle. Donc je sais pas un correcteur de posture. Tu vas prendre juste l'angle sur les gens qui font du BTP et tu vas aller faire de la copie dessus, un advertorial. Donc c'est ton premier avantage comparatif que tu peux avoir. Donc en fait c'est simple, hein. Tu es sur un marché, il y a de la demande, tu dois battre les gens sur un système d'enchères qui est une régie publicitaire. Il te faut un avantage comparatif pour réussir à le faire. T'es pas le meilleur en marketing, t'es pas le plus intelligent, t'es pas celui qui a le plus d'argent, t'es pas celui qui a le meilleur prof d'achat. Donc ta seule manière de faire, c'est de baisser tes coûts d'acquisition. Pour ce faire, soit t'es meilleur que tout le monde, t'as des meilleures idées, mais on a dit que t'étais pas bon en marketing. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis ta taille potentielle de gain, tu prends qu'une petite verticale et t'isoles, et du coup, tu fais un copy qui est évidemment plus percutant parce que tu pars spécifiquement, tu fais ad dédié, advertorial dédié, et tu retrouves la performance. Et tu fais ça jusqu'à quel stade? Une fois que. Bon, tu peux faire 3000, 5000 balles par mois de profit. Souvent, on fait avec des régies publicitaires genre Pinterest Ad, en monocanal. C'est stable. Très bien. Tu démarres, super. Et cet incubateur, Bravo, il est justement pour les personnes qui débutent, c'est juste? Bah, les gens débutent et après, nous, c'est un peu une fenêtre de test. Mais c'était le projet. Honnêtement, aujourd'hui, on a rentré plein de monde. Et après, sur les gens qui réussissent, je suis encore plus picky que le process de recrutement que je te parlais, tu vois. Sur avec qui on peut filer des projets. Parce qu'en fait, avant, moi, je testais plein de projets pour trouver la marque que j'ai utilisée. Mais dans le lot, il y en avait plein qui avaient plein de potentiel, qui validaient toutes les cases, mais qui n'avaient juste pas le potentiel de scale que nous, on a ici, tu vois. Donc, c'est des marques qui auraient pu faire quelques millions de valo, sympa, etc., tu vois. Dans la cosmétique, on a testé plein de trucs qui étaient pas mal, etc. Mais la cosmétique, la taille de marché, elle n'est pas pareille que... tu vois, moi, je suis dans la niche des animaux. En récurrent, abonnement, c'est quand même des gros marchés, quoi. Donc, Il y a moins de compétition il y a moins de que des Le cosmétiques. cosmétique, ouais. Ouais. En DTC, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils achètent pas en DTC, ils achètent dans les marchés. Moi mes produits, les gens, ils achètent en supermarché, tu vois. Donc, mes concurrents, c'est les industriels. Tu vois, un truc de beauté, par exemple. Bah, tu vois, moi, dans l'idée, on s'associe avec ce mec-là. Donc, on lui donne du capital, du knowledge ou du réseau. Moi, j'ai plein de réseaux avec des... en logistique, on a pas mal Campand en Europe. Avec des réseaux de transport, on a des très bons tarifs, etc. Donc, tu vois, on va les faire rentrer dans nos contrats transport, des choses comme ça. Donc, voilà.
Mais c'est, comme je dis, c'est 5% de mon focus aujourd'hui. J'y passe peu de temps. Moi, je suis avant tout e-commerçant, quoi. Et sur quoi tu passes beaucoup de focus là justement au niveau Ma marque, opération? ma seule marque pour. Ouais, mais ouais, sur justement, là, l'incubateur de ton temps. Là, Dans ta semaine l'incubateur, type, qu'est-ce que je fais à quoi ressemble ta semaine type? Tout confondu alors. Tout confondu. Bah, la journée type, c'est le matin, je me lève à 7h. Tu veux la routine, tu veux que le boulot? Vas-y, enchaîne la Vas-y. routine. Non, je lève 7h, je fais alors j'ai beaucoup de chance, là où je suis, on a une cook à temps plein. Mhm. Donc du coup, j'ai mon petit déj qui est prêt. Donc je prends douche froide. Je suis quand même celui qui fait l'e-commerce, donc je suis obligé de prendre les douches froides. Je comprends pas ceux qui prennent les douches froides. Quand t'as un bain pourquoi froid, c'est tellement mieux. Ah oui, parce que j'ai pas de bain froid. C'est pour ça que je fais pas de. Ici ça, à je Dubaï, on froid. a de la chance et on peut avoir les bains froids. Un condo, t'as un Et bain tu, froid. et tu loues. Et ils viennent te nettoyer, ils viennent te mais l'installer. le mat... Ouais, mais, Non, mais tu mais peux le moi, c'est refroidir. tous les matins quand tu te lèves, quoi. Ouais, c'est ça? Non, ils viennent te nettoyer 1-2 fois par mois. Mais t'as l'eau qui est. Constamment froide. Ouais, t'as l'eau qui est constamment froide. Ouais, tu tu peux règles à le 2, régler. 10 degrés, c'est Et incroyable. après, tu te douches aussi, quand même. Ouais, après tu te douches, bien sûr. D'accord, mais tu prends un bain froid. Bah, extraordinaire, j'aurais adoré avoir ça. Mm. Bah, du coup, j'ai pas ça, donc je fais une douche froide. Mais oui, non, mais c'est beaucoup mieux, toi, hein, c'est clair. Non, mais je Non, mais c'est vrai. Non, mais rationnellement, je suis en train de réfléchir, je me dis, putain, mais pourquoi il y a pas ça? Pourquoi il y a pas ça? Je pense qu'il doit y avoir. Parce que moi, pareil, je me disais, bain froid, ça serait tellement bien. Puis on m'a dit, Tu prends écoute, de ça quoi, existe tu à dis Dubaï. C'est un service de C'est un location. service de location de bain froid. Il y a aussi jacuzzi, il y a aussi Incroyable. sauna, ils peuvent t'installer chez toi si t'as une villa. Incroyable. Donc je pense qu'il doit y avoir à Bon, Bangkok aussi. je vais regarder. Bon, donc ça, Mhm. après, je médite tous les matins. Et après, donc, t'as vu, je suis un vrai Mhm. gars de e-commerce. Le cliché, quoi. Mais c'est très bien. Et après, petit-déj, et je suis au bureau vers 8h, 8h30. Donc après, il est à 5 minutes de chez moi, mon bureau. Et ensuite, je bosse jusqu'à midi. Donc là, le matin, c'est vraiment move de bot forward, donc toutes les tâches opérationnelles. Le seul meeting que je prends, c'est qu'à 9h, je fais performance review maintenant avec mon CEO. Donc on regarde qu'est-ce qu'on va faire, les chiffres, le daily tracker, les actions, machin, etc. Vraiment le truc stratégique, quoi. Et après bah, voilà, tout ce que je peux faire pour faire avancer le bateau. Donc, tu vois, par exemple, je peux faire une scorecard pour un job qu'on va ouvrir. En ce moment, on recrute 4 personnes, donc tu vois, je prends une scorecard, ça me prend une matinée. Je peux faire de tout. Je sais pas, itérer sur un process. On veut changer un process, je regarde comment on peut le faire. Je prépare un brief pour l'opération. Ok, maintenant, on va faire ça comme ça. Je l'envoie sur Slack, des trucs comme ça. Et après, midi, je retourne manger chez moi. Après, je lis un peu, je reviens. Je suis sur mon téléphone, blabla. Je fais pas que lire ou méditer. Et après, ce serait mentir. Après, à 14h, je reviens. Là, je fais des calls. Donc, call de recrutement, call team. Et puis, des fois, j'ai pas de call, donc je fais d'autres choses. Voilà. C'est surtout fil de gap, quoi. Donc, je vais faire, je sais pas, peut-être toujours des affaires courantes. Enfin, voilà ce que je veux dire. L'après-midi, c'est des affaires courantes. J'ai reçu des messages, faut que je les fasse. Mais le matin. C'est la réaction. L'après-midi, c'est la réaction. Ouais, et le matin, vraiment, je fais tous les jours, je fais ma to-do pour le lendemain. Je sais exactement quelle heure je vais faire. Voilà, après, ça déborde. Des fois, c'est pas comme prévu. Mais voilà, je sais globalement ce que je vais faire, pourquoi je le fais. C'est vraiment là où je fais avancer le bateau le matin, quoi. C'est intéressant parce que tous les gars à succès, ils travaillent de la même manière. Le matin, ils sont proactifs, c'est-à-dire ils anticipent le futur. Et l'après-midi, ils passent le temps à être plutôt réactifs. Et ceux qui réussissent pas, ben, c'est l'inverse. Ils sont réactifs dès le matin. Et même ils subissent, c'est-à-dire ils se lèvent, ils sont directs sur les réseaux, sur les messages, ils anticipent, ils pensent travailler parce qu'ils sont tout du long à communiquer, mais en fait ils créent rien, ils pensent pas au futur. Et c'est la différence entre ceux qui sont successful et ceux qui sont pas successful, justement. Ouais. Vous faites pareil, vous? Ouais. Bah, le matin, ouais, deep work, et l'après-midi, je m'autorise les calls. Donc, un peu la même chose. Parfait. Et voilà, et après je dors. Non, je vais à la salle et à 20h30, je me couche tôt, vers 22h. Et du coup, t'as dit le matin, tu déjeunes, le midi, tu manges aussi. Et tu suis un process particulier, Brian Johnson ou quelque chose ou... Ouais, j'adore franchement la nutrition, je trouve ça incroyable. En fait, j'adore tout ce qui est set and forget. Ouais. Tu t'y intéresses une fois, tu l'implémentes dans ta vie et t'en tires les bénéfices ad vita aeternam. Ça, je trouve ça incroyable. Donc en fait, après, bah, ça, tu vois, ça, c'est incroyable d'avoir une cuistot. Tu lui files le plan, j'ai un plan, tu vois, je fais avec une nutritionniste. Ok, tac, tac, tant de calories, tant de prod, tant de machin, et tous les jours, elle t'a fait les plats. Set and forget, tu vois. Et ça, c'est vraiment un luxe, vraiment bien. Et donc ça, c'est pas mal. Et après, oui, je supplémente, je prends le stack de Brian Johnson. Et voilà. Donc toi, t'es un monstre en opération. Les gens se rendent pas compte à quel point, surtout les profils plutôt marketeurs comme nous, se rendent pas compte à quel point l'opération est importante. Et on en a déjà dit, pour moi, et Gabor et Nico partageaient les mêmes valeurs. Les meilleurs business, c'est quand tu arrives à avoir deux associés, soit un qui est très fort en opération, l'autre qui est très fort en marketing, ou un CEO qui est très bon, qu'on engage
un opérateur, quelqu'un qui est plus bon dans les opérations, mais tu es obligé d'avoir cette partie opération. Ouais. Et c'est une partie où c'est que personne communique dessus, surtout sur le marché Dans francophone. l'e-com, surtout dans l'e-com. Surtout en e-com, et c'est pour ça qu'au Mastermind là, qu'on organise ici au mois d'avril, après je pense que quand ça sort l'épisode, ça va être peut-être trop tard. Ben justement, on a voulu inviter une experte en opération, une monstre là-dedans, parce que c'est tellement important et tellement peu de personnes n'en parlent que je pense qu'il y a personne de référence au niveau francophone dans le e-com. Moi, j'entends personne. Je suis beaucoup de choses francophones, mais C'est très, quelque chose de très peu. sous-marin Ouais. que seules les grosses brains ont Ouais. et qui se partagent entre eux. Et nous, on le fait là sur le podcast, donc je suis très content de Le t'avoir secret aujourd'hui. caché des entrepreneurs. à le fait succès. d'être très, très, très sélectif, comme celui qui a créé Nvidia, là, il a dit qu'il est très, 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 très dur avec tous ses employés. Lui, qui- c'est un putain d'asiate. Et là, c'est tac, 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 c'est exactement ce qu'il qu'il faut pour créer quelque chose de grand. J'allais dire, Charlie Munger disait, vous voyez qui c'est le pote à Warren Ouais, Buffett, ouais, il ouais. disait, vous voulez une vie facile, Soyez un bon ouais. business avec des bons gens. Terminé. Et alors, mais la pureté de cette phrase, la simplicité, ça montre toute la sagesse et la merveille de ce gars-là, c'est incroyable. C'est vrai que tu as un bon modèle, Ouais. des bons gens, terminé. Mm. Ta vie, elle est facile, tu as du temps avec ta famille le soir, tu vas au sport, tu souris, t'es pas stressé. Tout dépend de ça. Genre, un bon modèle, si t'as un bon modèle, tu as du ROS, tu as de la marge, tu as de la récurrence, mais ta vie, elle est facile. T'opères un truc éclaté, tes Ouais. petites marges et tout, ta vie, c'est un enfer. Peu importe à quel point t'es bon, moi je ne le considère pas Ouais. spécifiquement bon, c'est juste, t'as un bon modèle des bons gens. C'est ça les leverage. Ouais. People. Justement, parce que je pense qu'on a beaucoup de personnes, dont moi-même, j'ai des process et des modèles que je tourne encore aujourd'hui, qui n'ont pas des multiples encore incroyables. Là, je suis en train de créer une marque avec des multiples phénoménales. Mais tu aurais des conseils pour une personne qui a maintenant ce déclic, qui a beaucoup fait de drop et qui veut passer à créer quelque chose de plus grand avec des multiples, etc., pour pas qu'il fasse d'erreur au choix du produit ou au choix de la marque. Voilà, là, tu devais repartir de zéro. Pas repartir de zéro, mais Oh la non, non, non. Oh, mais t'as chié. Déjà. Pas repartir de zéro. Là, tu voudrais donner un conseil. Tu as réussi en drop. Ouais. T'as T'as réussi du en cash, tu veux faire une marque. Voilà. Tu veux faire ce que tu as fait et ne pas se planter, tu vois, parce que tu as quand même investi une certaine somme d'argent. Ouais. Et beaucoup de personnes pourraient se planter, tu vois. Donc, Ouais. si tu as 2-3 conseils sur ça. Ouais, bah c'est là où tout se joue. Hein. Je dirais qu'effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir voilà, le bon modèle. Donc, c'est quoi le bon modèle? C'est je regarderai les. J'avoue que mon raisonnement, ça n'a jamais été sur un truc comme ça, d'aller regarder des outils de spy, etc., etc. Parce que mon raisonnement, ça a d'abord été qu'est-ce qui se vend? Sincèrement. Qui dit moi j'exite des brands, moi j'ai des brands et pour exit, machin, etc. Qu'est-ce qui se vend dans le monde de l'e-commerce réellement aux États-Unis? Quels ont été les exits des années d'avant? Et là, la première réaction, c'est la déroute. C'est terrible. Les gens qui font des exits dignes de ce nom, ça court pas les rues, tu vois. Donc tu regardes un peu, tu regardes Hero Cosmetics, ok, 350 millions, ok, c'est quoi leur PNL? La répartition, ok, ils faisaient 35% en retail, bon d'accord, donc ils ont quand même pas mal évolué en retail, etc. Marque de... Tu regardes où ça? C'est que tu trouves ces infos. ça dépend, il y a des marques pour qui c'est dispo. Maintenant, d'autres, avec ça l'est ChatGPT, pas. je pense que tu peux trouver, non? Tu Bah, peux trouver alors, les articles. Oui, si c'est public, oui, tu Mhm. trouveras avec Perplexity ou ChatGPT Deep Research. Mhm. Ouais. Après, ça dépend si l'info est publique ou pas. Donc, ça dépend. Si elle est publique et que tu l'as, effectivement, tu élabores avec ça, tu essaies de comprendre. En fait, c'était juste de comprendre. Est-ce que tu as envie d'évoluer dans une industrie où il y a du M&A, en fait, où il y a de la revente? En fait, ça, la première histoire, c'est ça. Si tu es dans une industrie où personne n'achète des marques, déjà, c'est fini. Si ton espoir, c'est de revendre uniquement à des conglomérats de mecs de 30-40 ans, tu pourras jamais aller chercher les étoiles, tu vois. Il faut espérer. Déjà, il y a deux types de reventes. On peut peut-être démarrer par ça. Tu as les reventes stratégiques et les reventes financières. Une revente financière, c'est quand tu revends à un fonds de private equity. Donc, un mec, c'est des gens. Donc, tu vois, le private equity, ça marche comment? Donc, c'est investir dans des sociétés non cotées. Donc, moi, par exemple, toi, Mathéo, tu veux investir dans des sociétés non cotées. Donc, tu veux le meilleur rendement possible sur le marché de l'investissement, mais tu es prêt à prendre un peu de risque, donc tu vas investir dans des sociétés non cotées. Tu vas aller voir un fonds d'investissement qui a, je sais pas, 1,5 milliard d'investissement. Et un fonds d'investissement, c'est tu mets 10 ans l'argent et tu bloques pendant 10 ans et tu regardes ce que tu as à la fin, avec des risques, etc. Les mecs, ils prennent l'argent et avec ça, ils vont placer des boîtes pour des cycles de 10 ans. Donc leur objectif, c'est d'acheter les boîtes les moins chères possibles qui, dans 10 ans, produiront plus de valeur. Donc ça,
eux, comment ils marchent, ces gens-là, s'ils sont intéressés par toi, ils vont acheter uniquement basé sur le multiplicateur. Ils vont dire, ta boîte, elle a cette gueule-là, les multiplicateurs de marché pour ça, c'est ça, on te fait une offre à temps, tu prends pas, basta. C'est les mecs qui ont plus de chances de t'acheter, mais c'est aussi les mecs qui vont te faire les moins bonnes offres. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'une Mais ça, c'est ce revente... qui court le plus pour les boutiques de drop et même semi-brand, c'est ce qui se fait le plus. Non, alors, en fait, le problème, c'est que c'est les vraies acquisitions. En général, une acquisition, ça fait plus de 10 millions. Mais c'est vrai que les boutiques de drop, en général, c'est des... Ouais. Tu passes par des mecs, un peu des indépendants, qui connaissent des gens, qui rachètent des marques. Donc, donc la deuxième catégorie, tu vas comprendre, c'est stratégique. Stratégique, c'est, ok, donc par exemple, moi, j'ai une marque de produits dans le cosmétique. Toi, t'en as une aussi, il se trouve que t'es mon compétiteur. Si je le rachète, certes, j'ai ton business, mais j'ai surtout moins d'emmerde dans mon business. Donc j'ai un avantage concurrentiel et stratégique. En fait, je vais réutiliser ce que tu fais. Je vais prendre tes process qui m'emmerdaient bien parce que Nico était hyper fort en ads et moi j'étais pas bon. Donc je vais pouvoir prendre son savoir-faire, le réutiliser pour mon business. Donc il y a une valeur stratégique additionnelle. En général, des deals comme ça sont pricés plus cher. Tu vois. Et donc on dit que tout ce qui est avec intérêt un peu entre toi, j'ai vu ta marque, je trouve bien, c'est stratégique. Les private equity, c'est exactement sur les multiplicateurs, machin, etc. Et donc quand tu vas avoir des banquiers d'investissement, la majorité des gens, c'est rare qu'ils te trouvent des deals stratégiques. Alors que pour autant, c'est ce qui a le plus de valeur potentielle. Donc, si tu es sur une marque qui est à quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 5 à 10 millions, là, tu vois, tu es dans tout c'est là où c'est compliqué, c'est en fait, tu es dans toute cette range où tu n'es pas assez gros pour aller vraiment chercher un vrai banquier d'investissement, une démarche professionnelle, avec potentiellement un vrai conglomérat de marques qui va te racheter, quoi. Donc, tu vas être dans tous ces trucs de... tu vois, j'ai rencontré un gars, là, tu vois, il a 27 ans, il a l'air très sérieux, etc. Mais très bien, il fait des acquisitions, il dit voilà, nous on a des réseaux d'acheteurs, machin, mais tu vois, c'est la bonne franquette en fait. La due diligence, il y a un Google Drive avec les documents dessus, et tu crois pas, tu vois. Alors qu'une vraie due diligence de M&A, bah, c'est 6 mois et 150 000 euros de droits d'avocat, et des mecs qui viennent et qui contrôlent tous les dossiers, tous les papiers, tu vois. Mais pour avoir tout ce tralala là de transition, il faut que la valeur de marque elle soit élevée, quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, si tu veux vraiment de cette scale-là, go big or go home, tu vois ce que je disais? Ça le truc en fait, ce qui est assez dingue et la plus grosse leçon, c'est que si tu veux faire une marque à 2 millions, c'est pas tellement plus simple qu'une marque à 50. C'est juste t'as pas le bon modèle. Ouais. Donc passer du temps sur le choix du modèle, c'est le plus important. Et 100%. donc en fait, du coup, s'imposer cette rigueur, cette discipline. Ça, je parle beaucoup de... Je vais être un peu cru, mais la valeur d'un vrai bon entrepreneur, c'est le temps qu'il peut attendre avec les couilles qui balancent entre les jambes. C'est-à-dire, un mec, il est à poil et il a pas de business, il a rien, mais il est capable d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, attendant la bonne opportunité. Que le coût d'opportunité d'en saisir la mauvaise 1 an plus tôt est bien supérieur, le coût, au gain que tu auras si tu démarres 1 an après le bon business. Tu sais, t'as pas besoin de 10 ans pour faire une boîte à 1 milliard. Il y a des mecs qui font une boîte à 1 milliard en 3-4 ans. Mais parce qu'ils ont le bon business. Donc ça veut dire qu'il fallait mieux passer 5 ans à trouver la bonne idée, exécuter sur la bonne pendant 4 ans. Et souvent, les vrais champions, c'est ça. C'est les mecs qui sont capables d'attendre, quoi. Ils attendent. Qui pensent long terme. Mais encore plus avec l'IA et avec la rapidité. Attends, ça va vite, là, t'es là, tu veux, tu vois. Donc, 100%. Et ouais, et surtout, moi je connais plein de gens comme ça qui étaient dans l'e-commerce et ils avaient plein de succès, tous leurs potes, waouh, t'es trop successful et tout. Et là, tu fais quoi? Je cherche un projet. Comment ça tape dans la tête? T'étais le champion et tout. Tu vois autour de toi que ces gens-là, ils te parlaient comme si t'étais un champion, puis maintenant t'es plus personne. Tu vois, t'as plus de succès. Tes potes un peu qui aimaient bien traîner avec toi parce que tu donnais des bons tips, etc. Puis là, d'un coup, t'envoies moins de messages, demande moins de faire des calls parce que t'es moins bon qu'avant. C'est bizarre, tu vois. Terrible, mais ça, c'est la vérité. T'as 6 mois, 1 an, à Noël. Alors, tu fais quoi maintenant? Cherche un projet. Il va falloir reprendre les études. Hein. Donc, tu vois, mais c'est la réalité. Donc, combien de temps t'attends? Tu dis, voilà. Ben voilà, là, les nerfs solides, le mec, il perd pas de nord, il médite et tout, il reste calme. Et un jour, il trouve le bon, il gueule dans sa chambre. Je l'ai. Ben voilà, ça, c'est incroyable. Et c'est ça la vraie valeur. En fait, tu vois, l'e-commerce ou n'importe quel domaine, ça, c'est au-delà de l'e-commerce, en fait. C'est l'entrepreneuriat, c'est le bon véhicule. Mais il faut pas confondre avec l'idée, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est l'idée sans se former derrière, sans avoir de. Et ils cherchent que la bonne idée. Ils se disent une fois que j'ai la bonne idée, je vais réussir à être riche. C'est le bon modèle pour moi. Le bon modèle, ouais. On est d'accord. C'est-à-dire que moi, je serais allé dans n'importe quelle industrie qui a quelques critères, mais c'est quoi un modèle? On peut peut-être dire. Modèle, c'est tu fais 5 de ROS sur un produit avec un AOV à 120 balles et que ton coût d'achat c'est 15 €, alors que le produit est excellent, les gens sont hyper contents et que c'est un produit que tout le monde doit racheter tous les 3 mois, tu peux potentiellement faire sous-abonnement. Là, mon pote, si tu trouves ça, tu peux être une belle merde
que tu vas quand même faire beaucoup d'argent. Et tu peux être une merde. Et alors là, nous, on peut s'y mettre à 3 pour essayer de te détrôner. On fera pas aussi bien. Parce que même si t'es nul, tu vas faire un carnage. Tu vas garder les mêmes créas, tu t'aideras pas, tu pousseras, et tu t'en branleras, et t'auras la perte parce que c'est juste trop facile. C'est juste trop facile. C'est un unfair advantage. Ah, comme on mais en a c'est parlé. le plus Ouais. gros unfair advantage. C'est pour ça, un bon business avec les bons gens. Les 2 plus gros Et leverages. trouver le bon business. Donc, Ouais. tout votre focus, si vous voulez construire quelque chose de gros, c'est Le bon comment modèle. trouver le bon modèle. Ouais, exact. Tu peux donner Et- quelques autres tips, justement, comment trouver le bon modèle? Bah voilà, après il faut tester. Donc je dirais que voilà, faire de la recherche et être un cycle itératif. Et c'est ça toute la beauté de trouver le bon modèle, c'est que franchement il n'y a pas beaucoup de règles. Donc des fois tu te perds, tu peux te targeter un coup sur Insta, il y a un truc qui paraît bien et tu te dis ah putain, moi je sais que j'allais faire comme ça. Tu dis que tu as une idée. Et voilà, après le vrai tip c'est faites du lancement inversé. Donc faites une page, mettez des trucs qui ressemblent au produit, des photos qui ressemblent au produit, une petite description, lancez des pubs, testez l'idée, perdez de l'argent parce que vous n'avez pas le produit, remboursez les clients. Ça, c'est le vrai astuce. Mhm. Mini C'est MVP Mini- Express. Exact, express, et tester. Et après, juste, c'est du volume, quoi. Tu dirais, quelqu'un qui veut lancer une marque, de tester, de lancer plusieurs marques dans l'année avant de trouver la bonne marque, d'être en testing de marque ou vraiment chercher et une fois que tu trouves, tu mets all-in. Comment tu ferais, toi, si là tu devais lancer une nouvelle marque? Moi, j'ai mis 1 an et demi sur un projet. Je peux te dire que j'étais sûr que c'était le bon. Avant de lancer les ads, Ah ouais. même ce que tu as dit là, rembourser les clients, genre juste tester, t'avais pas fait ça? Alors, j'ai mis 6 mois avant les 1 an et demi Ok. pour trouver le bon. Hmm. 6 mois où j'ai 3 personnes à temps plein. Ouais. Et on fait un meeting tous les 2 jours. Alors, ça donne quoi? Bah, rien, comme d'hab. Ah. Thomas, putain, non, on va jamais trouver 4 mois après. On va jamais trouver, nanana, etc. Et la mère à Noël, alors Thomas? Ah, mais je vais y arriver, maman, t'inquiète. On va reprendre les études quand même. Alors que, tu vois, c'est marrant, Ouais. en fait. Hein. Et le pire, c'est quand il y a un truc qui est vraiment pas mal, mais qui est pas assez bien. Et que ça Mm. fait 4 ou 5 Mm. mois que tu cherches le bon. C'est comme pour le recrutement. Mhm. Mais tu remarqueras que, et c'est peut-être un truc de dingue, c'est que tout ce qui a le plus gros leverage. Là, on parle leverage aujourd'hui. On a parlé de ce qui rapporte vraiment l'argent. Et à chaque fois, c'est un mec qui prend une décision et la bonne. Donc la prise de Donc, décision est ultra importante. Pas de billets, clarté, solidité, c'est la qualité de l'entrepreneur qui produit beaucoup de valeur. Méditation, réflexion, avoir du temps, Input être clair dans aussi. ses Input, idées. c'est-dire ce qu'il consomme, son entourage, voilà, ce la qu'il vit. qualité, etc. Savoir exactement ce qu'on veut. Mhm. Savoir quand on est en capacité de prendre des décisions et on l'est pas. Il y a des fois, là, je devais faire un retour sur des trucs de recrutement. Là, cette semaine, c'est le bordel. Pas trop de monde, etc. Je suis pas posé, je sais pas. J'ai dit, on verra la semaine prochaine. J'ai dit, quel tour, on verra la semaine prochaine. On peut pas prendre cette décision, c'est dommage. C'est une décision qui a trop de valeur. C'est mon profil, on le respecte. Je vais lui faire un message, voilà. Je pense que tu as beaucoup de valeur, je pense que tu comprendras. C'est mon profil, il comprendra. Là, je peux pas dire cette semaine. Faut que je me pose, etc. Parce que c'est une vraie décision qui a de la valeur. Jeff Bezos disait, mes managers, ils prennent 3 décisions maximum par jour. Mais c'est 3 bonnes décisions. Donc le leverage, c'est la bonne décision. Le leverage, c'est tout ce qui implique la valeur de votre marque finale. C'est la priorité numéro 1. Incompressible, indivisible, indiscutable. Tout business confondu, e-commerce, toute catégorie. Et c'est quelque chose qui est très difficile quand on débute, parce que les personnes qui débutent en C'est e-commerce, elles savent pas elles ont pas sur ça, quoi ouais. mettre du focus, elles savent pas comment prendre des décisions. Ouais. C'est pour ça que le meilleur moyen pour réussir le plus vite, c'est d'écouter des conseils, de prendre les décisions en fonction de mentors qui leur disent quoi faire, parce qu'au départ, on va prendre plein de mauvaises décisions et ça nous mène dans des chemins catastrophiques. Ouais. Donc après, une fois que tu t'évolues, que tu prends des bonnes décisions, que tu as du succès, comment tu prends tes décisions aujourd'hui? C'est quoi ton process pour prendre des bonnes décisions? Donc, on a parlé de l'environnement, donc déjà, il faut que tu aies un corps sain, tu vis dans un environnement sain, que tu aies une clarté mentale. Et ensuite, est-ce que tu as un process? Tu prends des décisions plutôt le soir, le matin? Comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? Franchement, c'est compliqué, c'est très contextuel. La décision du bon recrutement, la décision du bon business, c'est quand même pas le même impact. Moi, je pense qu'une vraie... Franchement, tu sais quoi, il y a une phrase. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mhm. Alors ça, cette phrase, elle vaut des milliards. Parce que quand tu te poses la question, c'est que c'est pas le bon. Et je vous garantis que quand c'était le bon, 100%. profit que je devais recruter, le bon projet, tout était tellement clair, lisible, sûr, à 100%, tout était, rien disait dans l'autre sens, je courais autour de la maison, etc. Ça, c'est une bonne décision. Une bonne décision, c'est pas compliqué à prendre. Hein. Tour de la maison à Par Bangkok? contre, louper, non, non, Parce que louper une mauvaise décision, c'est là où ça devient compliqué. Mhm. Donc,
Je pense que quand on a un doute, il faut dormir dessus, prendre le temps, juste se donner assez de temps pour se rendre compte que ça va pas, quoi. Et être intransigeant. Intransigeant. Ça, c'est quelque Et chose que... chaque erreur que vous ferez, elle vous apprendra juste que la fois d'après, il faudra pas la faire, quoi. Ça, c'est une erreur que moi je faisais, c'est que je suis quelqu'un d'intransigeant de base. Donc quand j'ai commencé le business, j'étais intransigeant, puis après je me suis associé et je me laissais un peu influencer. J'étais moins intransigeant. Et quand après j'ai repris tout seul, je me suis dit, ok, maintenant je suis intransigeant comme j'avais l'habitude de faire. Et en fait, les résultats ont vite payé. En fait, c'était plus précis, ça allait plus vite, c'était mieux, c'était plus dur, mais en fait, les choses se construisaient plus facilement. Donc je pense qu'être intransigeant, c'est une des qualités qui se travaille. Simplement, c'est un modèle de pensée, de prise de décision à prendre. Parce que n'importe qui, s'il prend du temps, sait qu'est-ce qu'il veut. Simplement qu'il se laisse le choix de prendre un peu tout ce qui passe. Pour moi, être intransigeant, c'est aussi un modèle de pensée. C'est-à-dire, il faut prendre consciemment le choix de prendre la chose qui correspond le mieux à ce qu'on veut aller. Très juste, ouais. D'où l'importance de bien définir le point de départ. Donc, la scorecard pour le recrutement, l'ambition du projet pour quel target de valo, quel chiffre d'affaires, et là, faut pas jouer à celui qui a les plus grosses cacahuètes. Hein. C'est pas ah ouais, bah moi je vais faire 1 milliard, je vais faire machin, etc. Tu te rends compte des responsabilités qui vont avec. Tu veux faire 1 milliard en e-commerce, AG1, Madcaped, mais il n'y en a pas des milliards. Donc, tu vois, donc va faire du software. Tu veux faire 1 milliard, tu vois. Donc tu vas faire du software, tu sais pas coder. Ok, bon, voilà, t'en as pour 10 ou 15 ans, quoi. T'as dit quoi? Non, mais en ce moment, de plus en plus, il n'y a plus besoin de coder. Hein. Mais si t'as ouais, mais pour faire un software à 1 milliard, je pense qu'il faut toucher un peu un PC, quand même. Mais après, non, mais c'est clair. Après, attention, moi, je fais pas du software, mais bon, pour l'instant, j'ai vu qu'ils avaient des devs encore. Mais peut-être... Il y a toujours des devs, ouais. Oui. Ouais. Je dis, pour faire un soft, je sais pas, un CRM, tu fais Pipedrive, il faut des devs, quoi. Mais là, je voulais juste dire que pour faire une boîte à 1 milliard, bah, du coup, peut-être qu'il faut sortir de l'e-commerce si tu veux augmenter tes probabilités de réussir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, bien sûr. c'est choisir le bon modèle par rapport à ton c'est ça, et être réaliste, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de modèles dans l'e-commerce qui vont chercher 9 figures, quoi. Ouais. C'est ça la réalité. Des vraies acquisitions faites, signées, qui sont bien passées, sans ratchet, sans valo qui dure 5 ans, sans... Au final, je te donne que 40% de ce que je devais filer, etc. Ou des boîtes qui ont levé, où le mec est liquidé, et à la fin, il y a 5% de la valo au final. Il n'y en a pas des milliards non plus. Mais pour ça, il faut le prévoir avant de lancer le business. On est d'accord. Donc, un jour, il faut se poser, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, quoi. Plus qu'un jour. Hein. Parce que la plupart des personnes, ils veulent convertir leur business. Et moi, c'était mon erreur. Et justement, on m'a dit, mais tu peux pas convertir une brand en une brand qui va se revendre. C'est pas un bout de carton autour du produit. Voilà, c'est ça. C'est un modèle. Exactement. Ouais. C'est un modèle et une équipe. Donc Parce que la bonne équipe, c'est les systèmes opérationnels. Et là, je suis dans ce process-là où c'est que justement, je vais tester certaines brands pour justement construire une grosse brand qui va se revendre. Ouais, mais dès le départ. Parce que tu as l'expérience, parce que tu sais exactement ce que tu veux, parce que ça fait un moment que tu as tourné autour. C'est pour ça que c'est toujours pareil. Faut pas se dire, parce qu'on écoute ce podcast, dire ok, bah là maintenant, il faut que je t'arrête 550 millions de valos. Ça vient avec. Vous, vous n'avez pas démarré hier, vous en avez des succès avant, vous en avez des expériences, des échecs. Et en fait, aujourd'hui, c'est les étapes logiques, vous vous sentez appelé. Donc, c'est aussi avoir la clarté, sentir au plus profond de soi-même. Et là, carrément, on rentre dans un autre sujet. Mais est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin, ce que je veux, ce que je suis appelé? Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est mon moment maintenant? Est-ce que je suis pas dans une folie? Ou est-ce que vraiment... Moi, quand j'ai démarré ce projet, j'ai senti que j'étais appelé. Que dans le sens où c'était la prochaine étape logique. J'étais prêt, je savais quoi faire. C'était un challenge compliqué, mais à ma hauteur. Et je voulais faire ça, quoi. Mais du coup, bah voilà, je fais ça depuis quelques années, puis pendant encore quelques années. Ça aura été un cycle. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire durant les 5 prochaines années? Ben ça. Là, j'existe dans 3 ans, et après, je pense qu'il y aura 1 ou 2 ans de prestation. Ensuite, un autre. E-com ou... C'est compliqué. Pas, franchement. Là, après, ça viendra. Plus gros en e-com, pourquoi faire? En fait, après, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je pense que, je sais pas, déjà, franchement, dans 5 ans, je me demande bien. Parce que quand je regarde il y a 5 ans en avant, je sais pas si vous posez la question. Ça fait tellement de changements. 5 ans en avant, c'est compliqué. Hein, donc, non, franchement, c'est un peu tôt pour C'est énorme, 5 ans. 3 ans, ça paraît aussi énorme. Mais 3 ans, ouais. Si vous regardez ce podcast et que vous n'avez pas de résultat et que vous fixez de réussir dans 3 ans, ce qui est déjà beaucoup, je vous garantis que vous allez réussir. Rien que si vous suivez juste les épisodes, vous allez réussir. Ça va venir tout seul. Rien que si vous vous abonnez,
likez la vidéo, mettez un commentaire sympa qui ne parle pas d'orthographe. Privé de joke. Bon, on arrive gentiment à la fin de ce podcast, donc je m'excuse si ça va être frustrant pour vous, mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus court. Comme on l'a dit, il n'était pas prévu. Après, il vient de Bangkok. Peut-être on le fera revenir. Une fois qu'il reviendra sur Dubaï, on refera peut-être un podcast si vous avez aimé ce podcast. Donc faites-le savoir aussi si vous n'avez pas aimé, les paroles de Thomas vous ont plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. À la fin de chaque podcast, on balance toujours de la value. Donc c'est une règle, en fait. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on a même on a même eu vent de personnes le watch time qui skyrocket à la fin. qui justement me dit que elle n'avait pas le temps, donc elle est juste allée à la fin de l'épisode pour regarder la value. C'est pas ce qu'on faut pas que ça conseille de devienne une faire. mauvaise habitude Voilà. quand même, hein, parce que Mais à la fin, on balance toujours de la value. Donc, Ouais, value est-ce qu'il y a quelque finale, chose que vous les avez appris process, récemment ou un récemment. truc que vous voulez partager? Valuable. Donc, Incone, c'est une application pour les créas. Je vous en dirai plus dès que je commence à l'utiliser. Là, on a fait une démo. Donc, ça va remplacer Motion, Foreplay, Foreplay. tout, en fait. Ça va pouvoir permettre de créer des créatifs en volume de manière incroyable grâce à l'IA. J'aime pas parler en n'ayant pas expérimenté. On a juste fait une démo et c'est Ah, vous avez insane. fait la démo, ouais. Mais on va commencer à l'implémenter dès lundi. Donc là, on est C'est cool, vendredi, dès lundi. Puis après, je pourrais donner des insights par rapport à ça. Mais ouais, je dirais, penchez-vous sur Incone. Ouais. Donc, pas la marque de vêtements, l'application pour les créas. Ouais, puis le fondeur, c'est le gars de Skio qui faisait produit de subscription. Et pareil, c'est un très bon tool. Donc, ça ne m'étonne pas que ça va être bien. Backé par Roman Khan, Ouais. le gars de Pick 21 et tout. Donc, c'est quand même derrière, c'est des vrais e-commerçants. Puis des mecs scrappy, efficaces. Donc, à mon avis, ouais, je pense que l'exécution elle va être pas mal. Hein. Mhm. Moi, sinon, ce que j'ai vraiment encore vu cette semaine, notamment dans le networking et tout, dans le groupe où c'est qu'on est allé, c'est la puissance des canaux d'acquisition que les personnes n'utilisent pas forcément beaucoup, comme le native ads, etc. J'ai rencontré des personnes qui font des 4M, euh, je- principalement avec du native. Donc, si vous avez un produit qui peut se faire sur plusieurs canaux d'acquisition, vraiment formez-vous sur quel channel vous n'êtes pas encore et que les concurrents peut-être font. Donc, voilà, c'est mon petit value de la semaine. Mais moi, j'aimerais balancer une autre value. Justement, toutes les values qu'on a, en fait, elles viennent souvent du réseau, du networking. Là, on s'est rencontrés à un networking. Là, on va à un mastermind demain. Pour moi, c'est un truc indispensable. Si vous voulez réussir, c'est vous baigner dans un environnement, aller. Et c'est un truc qu'on a encore. On en discutait encore, moi, Nico, avec Alex et Elfie aussi, parce qu'on va au même mastermind. On avait la flemme de réserver le mastermind. On l'a réservé quelques jours avant, parce qu'on se disait, ouais, flemme, j'ai beaucoup de taf. En fait, on se trouvait des excuses à pas y aller. Et avec Alex, je lui ai dit, mais c'est quoi la meilleure décision? C'est quoi qui pourrait avoir le plus de levier? C'est de payer quelques billets pour aller au mastermind et d'un coup, tu rencontres quelqu'un ou d'un coup, tu apprends un truc qui te fait gagner beaucoup d'argent ou tu es sûr que tu vas rien apprendre. Et on s'est dit, non, on peut pas être sûr que tu vas rien apprendre. Donc, on a pris cette décision-là. Et c'est aussi pour ça qu'on organise des masterminds nous-mêmes. Donc, je pense que ça va être trop tard. Je m'excuse de faire ce message que maintenant. On fait pas de pub, c'est que pour le réseau privé. Mais il y a un mastermind à Dubaï début avril pour e-commerçants principalement qui font déjà d'argent parce qu'il y a un petit ticket d'entrée pour filtrer. C'est ultra qualitatif. On mettra peut-être un lien s'il y a encore des places. Je m'excuse, mais on n'anticipe pas en fait les présentations. Pareil pour le school, on a lancé. Ils ont une vraie boîte à côté, donc ils peuvent pas s'occuper de tout. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est ça. On a lancé un school aussi où c'est que là, je pense qu'il y aura plus de place. Pareil, on mettra en description s'il y aura encore. Ils mais sont débordés, trop de succès. non, mais en fait, non, c'est juste que en fait, on a ouvert le truc. On fera rentrer dedans. Il y a beaucoup de demandes. En fait, on a fait un groupe WhatsApp où c'est que les gens demandaient de plus. Donc simplement, on va partager à eux en premier. Et on peut pas faire rentrer un nombre infini de personnes. Donc on a défini une date. Les places sont limitées. Vraiment, bah oui. Fast. Mais Non, les places course. limitées pour quand tu as de l'humain, tu es obligé parce que l'humain, c'est compliqué. Donc quand tu veux gérer, si tu vends pas une formation derrière, toi, si tu fais une formation, tu peux faire rentrer combien tu veux d'humains. Après, derrière, tu personne qui gère. Mais quand tu as des humains, quand c'est une communauté, eh ben, tu peux pas faire rentrer trop de personnes. Tu dois maintenir la qualité. Donc le nombre limité, c'est toujours obligatoire. Moi, ce que je dirais, c'est que cette phrase-là, elle n'est pas de moi, mais la stratégie, c'est un fancy terme pour priorisation. Et les gens devraient prioriser leur vie. Et ça, un peu à l'image du rôle que j'ai pris dans ce podcast du mec qui dit des trucs boring, mais les grands principes. J'aurais pas donné de tout le dia magique, mais c'est vrai que prioriser ses actions,
en tant que dirigeant d'entreprise, c'est la priorité ultime. Tu l'as dit très bien. Tu as priorisé le réseautage parce qu'en fait, c'est un plus gros leverage. Donc en fait, passer 20%, des fois avoir la discipline de cutter 20% de son temps de travail pour l'attribuer à la réflexion de où est-ce que je vais mettre mes efforts, c'est la chose la plus extraordinaire que vous puissiez faire. Et je pense que les plus grands entrepreneurs de ce jour, aujourd'hui, alors évidemment, ils font plus d'opérationnels depuis un moment, puis surtout, ils travaillent peu. Attention, je vais nuancer ce que je veux dire. Je veux dire que le travail actif, c'est peu de travail actif, c'est surtout beaucoup de temps. On s'offre du temps, en fait. Il faut que les pensées réflexion. passent. Tout à l'heure, on parlait de ok, ben voilà, comment prendre une bonne décision. En fait, il faut laisser le temps au temps. Et quand on a juste le temps, parce qu'on se laisse le temps, je sais pas, 3 heures, je réfléchis à un truc, ou je travaille pas le week-end, donc ça processe en arrière-plan. Quand je reprends les informations, tout est plus rapide, tout est plus simple, et je peux prendre les bonnes décisions de priorisation. Donc oui, vous êtes à une certaine échelle, peut-être que payer 5 000 € à cet agent CRO qui va vous AB tester les couleurs des boutons et le format de votre page, et vous faire des super pages qui sont hyper belles, bah peut-être que c'est pas la meilleure décision à faire. Faudrait pas la prendre. Faudrait faire autre chose. Faudrait faire peut-être des crades bourrins, peut-être c'est moins joli, peut-être que vous pourrez pas la montrer à votre maman et elle sera moins fière de vous parce que vous n'avez pas une jolie page sur votre site internet, mais par contre ça vous rapportera plus d'argent. Donc c'est toujours de la clarté sur qu'est-ce que vous voulez faire, quel est l'objectif final, et surtout voir ses biais. Apprendre à voir ses biais. Je dois recruter quelqu'un dans 3 mois, c'est 2 mois et demi, il y a un profil qui est pas mal, il me reste plus que 2 semaines. Là je suis biaisé. Donc je vais prendre la mauvaise décision. Moi tout à l'heure on parlait du CEO, bah, j'ai pris 5 mois pour recruter. Parce que je savais qu'il fallait que je trouve le bon. Du coup, j'ai déplacé mes plans. Donc, voir ses biais, se connaître aussi. Ok, bah, moi, je sais que potentiellement, par exemple, je vais faire preuve de wishful thinking ou je vais faire, toi, je dis n'importe quoi. Je vais avoir tel biais, je prends les mauvaises décisions dans tel contexte. Si je suis sous pression dans le temps, je prends des mauvaises décisions. Se connaître et se laisser le temps, quoi. Et j'insiste, et oui, c'est pas sexy, c'est pas tangible, qu'est-ce que c'est que ce discours qui mériterait d'être sur des réels de Tony Robbins, tu vois. Mais c'est tellement vrai Non, c'est la à quel réalité. point c'est le plus gros leverage que vous pouvez avoir. Où est-ce que vous mettez votre temps, les actions que vous faites, quand vous créez votre équipe, qui vous mettez dans l'équipe, les grands principes que vous donnez à l'équipe, les modèles sur lesquels vous travaillez, c'est ça qui fera votre succès. Et aujourd'hui, il y a des incroyables opérationnels, des mecs qui sont extrêmement bons, mais qui travaillent sur les mauvaises choses. C'est l'exemple du gars que j'ai recruté. Ce mec-là, il est exceptionnel, peut-être encore meilleur que moi, mais il travaille sur les mauvaises choses. Donc c'est plus important sur quoi vous travaillez plutôt que combien de temps vous passez dessus. 100%. Donc prenez de la clarté, reculez et clarifiez vos objectifs. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que les actions, chaque tâche que vous faites, est-ce que cette tâche-là va vous emmener là où vous allez? Oui, non? Est-ce que c'est sûr? Sur une échelle de 1 à 100, à quel point c'est sûr? Est-ce que c'est au-dessus de 80% que c'est sûr que ça va apporter l'argent? Moi, maintenant je me connais, je sais que je veux que les choses soient juicy. Ça, c'est ce que je dis toujours à l'équipe. Je dis, là, on va faire ça là? C'est AB test là? C'est pas juicy, tu vois, je sens pas, je me dis, on va se faire chier pour rien, tu vois. Par contre, oh putain, là, ce truc en acquisition, là, ce mec-là, il m'en a parlé, faut absolument qu'on mette, ça va être incroyable. Et là, ça, c'est juicy, tu vois, tu me dis, là, il y a 80% de chances que ça marche, tu vois. Et bah, du coup, si on cut 60% du bullshit, et qu'on fait juste 60% de plus de ce qui marche, bah, vous avez une boîte qui est 3 fois plus performante. Et ça a pris 2 heures, c'était pas plus long, c'était juste la bonne décision. L'autre soir, j'étais en deep work pour organiser mes deep work. Make sense. Of course, c'est le premier deep work qu'on devrait faire. Mais on devrait commencer la semaine par justement prendre du temps à planifier comment. Moi, tous les dimanches soirs, je fais plutôt le soir. Mais tous les dimanches soirs, je fais un peu la vision de la semaine et surtout tous les soirs, je fais la to-do du lendemain nickel. Parce que je vous jure que si je fais pas la to-do et je fais comme plein de gens là, même au groupe où on était où il y a des champions, je rencontre un gars, pareil, un Nico affiliate, le mec fait 40 M à l'année de CA sur des stores en affilié. Dit, I wake up in the morning, I'm Macedonian, wake up in the morning, take 10 minutes, figure out what I will do, I do, and that's it, bro. No productivity, bro. That's it. Il me dit vraiment ça, tu vois. Et je me dis, c'est dommage, parce que ce gars-là, il a vraiment beaucoup de potentiel. Et c'est gâché. Et sûrement plus talentueux que moi, largement. Mais il a pas mis son temps au bon endroit. C'est pour ça que c'est cruel, hein. Mais il y a que ça. Donc, mais ça, c'est à tous les niveaux, en vrai. À tous les niveaux, c'est partout. On va faire ça. Tous les niveaux, dans tous les aspects de la vie. Tous les objectifs, tu veux faire la nutrition, tu veux un bon physique. Mon gars, le rabbit hole dans lequel tu vas aller, tu vois ce que je veux dire? Les milliers de choses que tu peux faire, les compléments que tu peux prendre, les façons de faire un putain d'exercice physique, combien de temps, 10 séries, 15, 20, combien de temps je reste en haut, dégressif, tu vois? Est-ce que je ne mets pas 500 balles dans un gars qui a prouvé par ses résultats qu'il a eu le bon truc, et je lui dis, ok, mon point A, c'est ça. Mon point B, c'est ça. Comme ça, t'as pas si besoin t'étais à ma place, tu ferais quoi? Et mec, j'ai cuté le travail par 80% pour 500 balles. Alors, le boulot, c'est pareil. Moi, je prends pas de décision, je demande à quelqu'un qui sait faire.
100%. Notre site. Genre, je suis pas un génie. Par contre, toi, t'es un super bon copywriter. Ah, mais trop cool, mec. Super, cool. Bah, viens, on va faire un resto, on va parler. Ou... Ah, mais mec, écoute, vraiment, je suis à ce point-là, c'est ma situation, je vais faire ça. Nico est sympa, si je lui demande, il va me répondre. Hein. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai, c'est ça. Et moi, je fais pareil pour les gens. Si vous avez un truc, on me demande et on cède. Et en fait, ça, c'est incroyable. Donc, bref, c'est un peu long, mais vous avez compris. Non, Mais j'adore. encore une fois, tu leverages. Donc, C'est c'est ça. Leverage. De juste trouver du leverage. Ouais. Les temps, les gens, les actifs. Ouais. C'est un des podcasts que j'ai préféré faire. Ça skyrocketé, surtout quand on a un certain niveau. Donc, je pense que n'importe qui aura pris du plaisir, mais ceux qui ont déjà un business, qui ont déjà de l'argent, je pense que ça a été pépite pour vous aujourd'hui. Donc, je te remercie, Thomas. Mais On va plaisir, clore merci de m'avoir vu. cet Merci beaucoup épisode. d'être passé. T'as des réseaux où tu veux qu'on redirige un peu du trafic ou... Non. Ravi de vous avoir connu. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci pour cet épisode. Merci Mathéo. Et merci du coup d'être passé. On mettra les infos qu'on mentionne et tout dans la description. Et puis, si vous avez des questions ou autres, posez-les dans les commentaires. Comme vous savez, on est très attentifs. C'était Mathéo, Nico et Thomas. À bientôt. À bientôt. On a coupé le truc, mais évidemment, si vous cherchez une boîte incroyable, ambitieuse, vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes très compétent, vous voulez travailler avec les gens qui sont à la pointe, envoyez-moi un message, ok, on mettra mon Instagram ou mon contact quelque part en dessous, vous m'envoyez un message, vous pouvez candidater sur plein de profils, vous faites du marketing, vous êtes dans d'autres domaines, bref, vous êtes dans l'e-commerce, vous êtes spécialisé, vous êtes même un profil qui est un petit peu sur le côté, que vous venez de la finance, autre chose, vous vous intéressez à l'e-commerce, envoyez-moi un message, je suis convaincu qu'on a une opportunité incroyable pour vous, 100%. on en parle très vite.